Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau groupe, nouveau jour. Donc on s'attaque au groupe B. Voilà, le groupe B avec 4 invités de prestige. C'est parti les présentations. Le représentant de la Croatie, c'est Cédric de l'ActuFoot croate qui est là depuis 2010. Vous vous rendez compte, depuis 14 ans. Le compte est entièrement dédié à l'actualité du football croate, comme là vous pouvez le voir avec Modric et la Ligue des Champions. Allez lui donner de la force, franchement il mérite. L'Albanie sera représentée par Aldo de Football Albanais, le compte numéro 1 pour connaître toute l'actualité du football albanais, donc n'hésitez pas à vous abonner, le lien est dans la description. Le représentant de l'Espagne dans ce groupe de la mort sera JP de Los Madridistas. Son compte relaye toute l'actualité du Real Madrid, donc n'hésitez pas à vous abonner. En plus, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, ça serait intéressant de suivre toute son actualité à travers ce compte, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et on conclut le groupe avec Charles de Serie A France, un compte spécialisé sur le football italien et la Serie A plus précisément, donc n'hésitez pas à vous abonner là sur Insta, sur TikTok, sur YouTube. Il est partout présent. Vous pouvez suivre les news transferts, les résultats, la Squadra Azzurra, même la série B. Donc n'hésitez pas. Voilà les gars, on se retrouve pour le groupe B de notre concept Road to Euro 2024 avec le groupe de la mort composé de l'Italie, de la Croatie, de l'Albanie et de la Roja. J'espère que je l'ai bien dit. Et du coup, on va commencer par les présentations avec l'Italie. Et il me semble que monsieur s'appelle Charles. Comment tu vas? C'est ça va super et toi? Ça va, ça va. Parle-moi un peu de ton lien avec du coup la Squadra Azzurra et ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Tu es le CM du coup de Serie A France sur Twitter. C'est ça, donc Serie A France, un média que j'ai créé il y a quoi? Sur Twitter il y a 3 ans. Le lien, c'est un peu familial de très loin. C'est des lointaines origines, de Turin et après il y a quelques années, j'ai commencé à suivre activement l'Italie et à faire un compte Twitter après. Merci beaucoup. On passe à la Croatie avec Foot Croate sur Twitter. Comment tu vas? Salut, salut à tous. Ça va très bien, ça va très bien. Et du coup, toi, ton lien avec la Croatie et du coup, ce que. Eh ben, je Voilà, suis tombé dans la marmite étant petit, puisque mes premiers souvenirs de foot, c'est la Coupe du Monde 98. Donc, bien sûr, en 98, les Croates avaient particulièrement performé avec Šuker, avec le coach Blažević et son képi. Et voilà, au fur et à mesure que les années ont passé, je me suis attaché à cette nation, à sa passion pour le foot, et puis à ces formidables joueurs, bien sûr. Et donc, je parle de foot croate sur les réseaux, sur Facebook depuis 2010 pour les anciens et sur Twitter depuis 2016. top, top, top. On passe à l'Espagne avec Los Madridistas, le représentant de l'Espagne. Comment tu vas? Bah, ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir. Merci à toi. Ça fait longtemps qu'on se suit sur les réseaux et ça fait vraiment plaisir Un petit bout de temps, ouais. de faire un visio avec toi. Et du coup, parle-nous un peu de ton lien avec l'Espagne et de ce que tu fais sur les réseaux. Bah, écoute, moi j'ai des origines aussi comme Charles, j'ai des origines, espagnoles, enfin du vis-à-vis de mes grands-parents. Donc voilà, comme mon grand-père était supporter du Real évidemment, moi aussi comme Cédric, je suis tombé dans la marmite étant assez petit. Donc voilà, ça fait 3 ans que j'ai créé le compte Los Madridistas sur Twitter, avec l'objectif de parler du Real Madrid, justement, de parler, des infos justement, des analyses. Tout simplement parler de mon club, voilà, du club que j'aime. Et puis bon, maintenant, depuis quelques temps, on essaie de se développer sur d'autres plateformes, sur YouTube ou sur TikTok prochainement. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est juste de parler du Real Madrid, mon club de cœur. Top. On passe à l'Albanie avec du coup Aldo qui représente Football Albanais sur Twitter. Bonjour tout le monde. On a créé, enfin j'ai créé tout seul au début la page de football albanais il y a 4 ans et demi, en fin 2019. L'objectif était de vraiment parler un peu plus du championnat albanais qui était un championnat complètement méconnu à la base et me focaliser d'abord dessus puis sur la sélection. Et ensuite quelqu'un m'a rejoint au bout de peut-être un an ou deux, je me rappelle plus exactement de quand. Et à partir de là, on a commencé à parler un peu plus des joueurs de la sélection qui évoluent dans les championnats étrangers. Voilà, les buts qu'ils mettent de temps en temps. Lui aussi, voilà, il parle un peu plus des espoirs. Mais et moi, de mon côté, je reste sur la sélection et enfin voilà, sur les matchs de la sélection et sur le championnat, quand voilà, quand le temps nous le permet. Parce que quand on a des matchs de championnat le jeudi à 13 heures ou le mardi à 14 heures, on ne peut pas être disponible pour garder ça, donc voilà. Et ton lien avec l'Albanie, du coup, tu es d'origine albanaise, c'est C'est ça? ça exactement, directement des parents, donc voilà, directement des parents. Et même si moi je suis né en France, mais voilà, voilà, ça le parle à la maison, et puis voilà quoi. Top. Après avoir fait les présentations, on peut parler du coup du programme. Comme pour les autres groupes, ça va partir sur un programme en 5 parties.
Dans un premier temps, on va parler des dynamiques et des ambitions des pays, puis des attentes et des points forts et faibles des nations, des joueurs importants et potentiels cracks que vous pouvez proposer à la communauté Football Day. Et on conclut ça avec un pronostic général du groupe en espérant que vos avis ont potentiellement changé grâce aux analyses. Et on terminera ça sur un côté fun avec un petit quiz en espérant que vous avez révisé les derniers euros. Et on peut commencer. On va commencer par, comme j'ai commencé les présentations, il me semble que j'ai commencé par la Croatie. Si c'est Non, ça. non, on va pas commencer par moi. Non, On va c'est pas commencer moi. quand Serie A, même. par On l'Italie. va, on va quand même commencer par la Croatie. Du coup, la Croatie qui est maintenant un habitué de l'Euro. Et du coup, parle-nous un peu des qualifs et de la dynamique de la Croatie qui a fini du coup deuxième des qualifs derrière la Turquie, la surprenante Turquie de Kenan Ouais. Yildiz. Bah déjà, il faut prendre un petit peu la dynamique croate sur quelques années, parce que depuis 2018 et depuis le dernier carré, même depuis la finale de la Coupe du Monde, il y a quand même des performances qui sont assez excellentes, en tout cas dans les grandes compétitions. Les qualifications, quelles que soient les années, c'est toujours un peu compliqué. Il y a vraiment des moments de haut, des bas, et c'est même un peu une tradition croate de se mettre tout seul en difficulté. Parce que tout se passait bien pour les derniers éliminatoires jusqu'à l'été dernier, puisqu'ils étaient tranquillement sur les 2 premières places. Il y a eu ensuite la Ligue des Nations qui s'est quand même bien passée avec la victoire contre les Pays-Bas et la défaite au pénal contre l'Espagne ensuite. Et après, dès qu'ils ont repris les qualifs en octobre, ils sont un petit peu écroulés, défaite contre les deux favoris, contre du coup la Turquie et le Pays de Galles. Et donc à ce moment, ils n'avaient plus leur destin entre les mains, donc c'était un petit peu la peur, la panique. Mais finalement, ils ont bien relevé leur niveau de jeu sur les 2 derniers matchs, et aussi parce que le Pays de Galles n'a pas gagné ce dernier match, ce qui a permis aux Croates de finir deuxième. Mais vraie grosse frayeur en fin de compète, enfin en fin d'éliminatoire. Mais en tout cas, voilà, les 2 derniers matchs et là les 2 matchs amicaux du mois de mars donnent un peu d'air à tout ça et permettent de reprendre la bonne dynamique qui était en cours jusque-là quand même. Et la Croatie va se présenter du coup à l'Euro, encore avec Dalic, qui est au poste depuis 2017, il me semble. Ouais. Tu le sens à peu près comment avec Dalic? Est-ce que ça va être une continuité ou tu aimerais bien ce changement? Bah, Dalic, c'est devenu plus qu'une légende hein, après tout ce qu'il a réussi à faire, donc il est immensément respecté aussi parce que là encore il y a une vraie proximité entre son équipe, son management et les supporters de l'équipe de Croatie. Il se passe vraiment quelque chose autour de lui. Maintenant, ça fait longtemps qu'il est là aussi, et on en parlera sans doute tout à l'heure, mais parmi les points faibles, c'est que Dalic est aussi un très bon meneur d'hommes, un bon psychologue, mais en 8 ans, il n'y a pas d'innovation tactique. L'équipe évolue pas sur ce point-là, et s'il faut se transformer sur un match, il faut changer de système. Ça, c'est des choses qui sont quasi inconnues, qu'on ne voit pas avec la sélection. Donc, et malheureusement, quand il joue mal, c'est qu'on voit un jeu très téléphoné, et c'est peut-être le premier risque de l'équipe, c'est de retrouver ce jeu téléphoné, parce qu'il n'y a pas, il y a pas plus, il n'y a pas cette capacité, en tout cas, de Dalic aujourd'hui de pouvoir renouveler son approche tactique de la sélection, quoi. Merci beaucoup. On y reviendra après sur les points forts et les points faibles de la Croatie. On va passer à la Squadra Azzurra, le champion en titre qui devra défendre sa couronne, qui s'est qualifié assez difficilement au coude à coude avec l'Ukraine. Mais il y a ce gros changement par rapport à la Croatie, c'est le changement d'entraîneur avec Mancini qui allait en Arabie Saoudite et Spalletti qui a pris du coup les rênes de la sélection après son titre avec le Napoli. Du coup, comment se présente la Squadra Azzurra pour l'Euro? Bon, bah, le changement de coach, hein, comme tu l'as dit, c'est un peu la grande nouveauté. On se fait lâcher par Mancini qui a une belle offre d'Arabie Saoudite. C'est fin août, donc je crois Spalletti arrive début septembre après de nombreuses galères avec le Napoli. Il y a tonton De Laurentiis qui a essayé de prendre son argent, quoi, comme d'habitude. Il fait ce qu'il sait faire de mieux. Et derrière, faut jouer des qualifications avec un coach qui connaît pas forcément tout, qui vient d'arriver, qui a essayé d'aller choper un ou deux joueurs qui ont peut-être une double nationalité. Ils ne changent pas vraiment la tactique de Mancini. Et ça passe, ça a une grosse pression et ça passe finalement sur un match contre l'Ukraine qui se finit à 0-0. Durant tout le match, on sent qu'il y a vraiment cette pression des médias, de la population qui, après 2 Coupes du Monde, veut faire l'Euro. Et bon, on passe, mais très flippant. C'est pas du tout rassurant. Maintenant, il a eu un peu le temps de travailler. Il aura encore 2 matchs amicaux, je crois, notamment contre la Turquie, qui vont pouvoir permettre déjà de voir s'il y a des changements dans les joueurs appelés, dans les compos utilisés.
Top, on va passer du coup à l'Albanie, le petit poussé de cette poule qui a fini, il me semble, première à égalité avec la République tchèque dans ses qualifications, c'est ça? Ah, on a fini premier, premier là, du groupe. Nous, Ah de notre côté, 1er c'était à complètement égalité assuré, avec la donc République. je Du coup crois le je crois qu'on petit avait peut-être 1 point ou 2 d'avance sur la République tchèque, je sais plus exactement, mais nous, la qualification était déjà acquise, genre, même avant le dernier match, donc voilà, contrairement à la République tchèque qui a dû attendre le dernier match pour savoir s'il pouvait finir deuxième. Voilà, je sais que de notre côté, nous, dès le match nul contre la Moldavie, il nous restait encore un match à disputer, mais on savait qu'on finirait premier du groupe, enfin qu'on serait qualifié quoi qu'il arrive. Et un match nul face aux îles Féroé nous suffisait pour être premier du groupe quoi qu'il arrive. Donc à partir de là, ça a été une campagne assez bizarre, j'ai envie de dire, parce que la logique aurait dit qu'on aurait eu la Pologne en premier du groupe, la République tchèque deuxième et nous troisième. Surprenamment, on a réussi à battre la République tchèque 3-0 à domicile. On a battu la Pologne 2-0 à domicile également. Et de l'autre côté, la Pologne a vraiment sous-performé, dans le sens où ils ont perdu, en Moldavie alors qu'ils si je dis pas de bêtises, ils menaient 2-0 là-bas. Ils menaient 2-0, ils se sont fait, finalement battre 3-2. Donc il y a eu vraiment une remontada, en termes moldave et ça a été une surprise vraiment dans tout le groupe. Bon après, en fait, finalement, la République tchèque aussi n'a pas réussi à gagner là-bas et nous non plus d'ailleurs. Mais, les 2 principaux enfin voilà, les 2 favoris du groupe ont eu des faux pas, et on a su tirer parti de ces faux pas justement pour réussir à faire quelque chose. Donc, on a eu qu'une seule défaite, qu'une seule défaite dans le groupe. Donc, c'était le premier match face à la Pologne, là justement en Pologne. Ça a été 1-0 et depuis en fait, on a plus perdu un seul match. Donc, enfin dans la phase de qualification, on n'a plus perdu un seul match. On a fini avec la meilleure défense, je crois la meilleure attaque également. Donc, ça a été voilà, c'est pour ça que ça a été assez surprenant. On a réussi à hausser notre niveau de jeu pendant les gros matchs, donc vraiment face aux Tchèques et face à la Pologne à domicile. Et puis voilà, donc en fait, je pense qu'à partir du match contre la Pologne, à partir de la victoire contre la Pologne à domicile, c'est là qu'on a senti que la qualification était vraiment possible et même la première place, si tout se passait bien. Mais du coup, comme tu allais le dire, vous du coup, vous avez passé une super, phase de qualification, mais il y a quand Mmh, même ces 2 défaites en amicaux, mmh. de l'Albanie. Est-ce que tu trouves ça assez inquiétant, les 2 dernières défaites où il y a eu les derniers petits tests et on sait toujours que le deuxième amical, avant la Ligue des champions, des fois les joueurs ne sont pas envoyés, en sélection, du coup les clubs les reveulent très rapidement. Du coup, est-ce que tu trouves ça inquiétant ces 2 défaites? Même si on sait que l'Albanie est dans un groupe assez inquiétant finalement, du coup, tu le ressens un peu comment? Comment elle se présente cette équipe? Bon, après, on a 2 matchs amicaux en juin aussi contre le Liechtenstein et l'Azerbaïdjan pour essayer de redresser les choses, avant l'Euro. Mais, inquiétant, oui et non. Non, dans le sens où on a senti clairement que l'équipe n'a pas joué à fond du tout les 2 matchs. Alors la Suède, un peu plus quand même, mais contre le Chili, on a clairement senti une équipe qui a pris le match par-dessus la jambe. Clairement, ça se voyait au niveau de l'engagement, ça se voyait au niveau de l'intensité mise par les joueurs, la manière dont ils se déplaçaient, au moment de recevoir une passe, on voyait les joueurs complètement statiques. Ils faisaient même pas l'effort d'aller se rapprocher pour chercher le ballon, donc parce qu'ils voulaient clairement pas risquer ils voulaient pas risquer la blessure, ils voulaient pas risquer quoi que ce soit, donc on les sentait clairement, pas motivés et ça, c'était un problème aussi qu'on avait vu, lors des 2 derniers matchs, de qualification face à la Moldavie et les îles Féroé, donc ça, c'est un point faible de l'équipe qui peut, inquiéter oui et non. Enfin, c'est quelque chose qui peut, en gros, on sent que l'équipe, si la sélection en face, n'est pas prestigieuse, ne joue pas le match à fond. On a pu avoir cette impression qu'elle a un peu choisi ses matchs. Donc c'est pour ça qu'on se dit peut-être que pendant l'Euro, on pourra avoir une belle surprise. Peut-être que les joueurs vont se donner à 200 et qu'ils vont vouloir mettre les bouchées doubles pour s'illustrer. Donc c'est pour ça que d'un côté je dis non et de l'autre côté, bon quand même, on a perdu 3-0 face au Chili. On a quand même des joueurs qui sont en manque de rythme, que ce soit les gardiens qui n'ont pas joué, qui ne jouent quasiment pas. Je pense à Strakosha, à Brentford qui a dû jouer 2 matchs, de coupe en 2024. Berisha qui n'a plus joué depuis mi-décembre et pareil sur d'autres postes en fait, on a des joueurs qui sont en manque de rythme et ça peut être inquiétant par contre à quelques mois de l'Euro, ça peut être inquiétant. On sait que ces joueurs là, quoi qu'il arrive, seront à 99 sélectionnés. Voilà, à moins qu'il y ait une grosse blessure, ils seront sélectionnés et avoir des joueurs comme ça en manque de rythme, ça peut paraître inquiétant par contre, à 2 mois de l'Euro. On y reviendra après aux des points forts, des points faibles de l'Albanie. Après, de ce qui me semble, de ce que j'ai réussi à trouver, c'est
que l'Albanie a eu quasiment tous les matchs à domicile à guichet fermé. C'est-à-dire que le Mmh, public est vraiment derrière l'Albanie et ça va être un c'est atout ça, majeur pour l'Albanie dans ces matchs-là. On sait que c'est ça. les Albanais sont toujours énormément derrière leur sélection et ça fait super plaisir. Et on va passer à l'Espagne. Une seule défaite en qualification, vainqueur de la C'est ça. Nation League du coup face à la Croatie. Changement aussi de coach. Finalement, il y a eu des changements de coach partout, hormis la Croatie qui est encore avec le même coach depuis 2017. Du coup, parle-nous un peu de la dynamique et des ambitions de l'Espagne. Bah, tu l'as très bien dit, depuis la coupe du monde, l'Espagne, c'est 12 matchs disputés, c'est 9 victoires, 2 défaites, un match nul. Tu l'as dit, l'Espagne a remporté la Ligue des Nations contre Cédric, justement, je te fais le coucou justement si tu me regardes. En battant la Croatie en finale. On a aussi justement, bah, perdu un premier match entre guillemets dans les premiers matchs de qualification contre l'Écosse, en perdant 2-0 là-bas. Sur un match où l'Espagne a vraiment été assez, terne offensivement. Bah, de toute façon, on en reparlera dans les points forts, points faibles, mais c'est le véritable problème de cette Espagnol-là, c'est qu'on a des manques d'automatisme devant et que du coup, on a souvent une équipe qui est très stérile, et ça peut créer souvent justement des périodes de 40-50 minutes, voire un match complet où il ne se passe littéralement rien. On a tous le souvenir justement de la coupe du monde, 2018, il me semble, où contre le Maroc en phase de poule, on fait plus de 1000 passes, contre la Russie pardon, on fait plus de 1000 passes sans jamais marquer et bah, il y a vraiment un petit peu cette atmosphère-là pardon, qui règne encore un petit peu et c'est là où on peut se poser des questions. Mais sinon l'Espagne est quand même sur une comme j'ai pu le dire, on a fait des qualifications qui étaient vraiment excellentes. On a quasiment tout gagné. Justement, on a tout gagné à part ce match contre l'Écosse. On a fait 2 amicaux récemment contre le Brésil et la Colombie, ça s'est pas très bien passé. On a perdu contre la Colombie en Colombie et on a fait match nul chez nous pardon, en Espagne. Et on a fait match nul contre le Brésil. Justement, pour ceux qui ont vu ce match-là, il y avait un petit peu la naissance du duel, Henry Yamal pour certains. Mais non, on a une équipe qui est très jeune, en reconstruction. On a vraiment un nouveau cycle avec cette Espagne depuis la Coupe du monde 2022. On a l'arrivée de très jeunes joueurs comme Zaragoza, comme Lamine Yamal, Koubarsi. On a vraiment une équipe très, très, très jeune. Et comme tu l'as dit, il y a un nouveau coach aussi, Luis de la Fuente, qui cherche vraiment à tester un maximum de joueurs sur les qualifications. Il a beaucoup essayé. La charnière défensive n'a pas été une seule fois la même sur tous les matchs de qualif. Donc on a vraiment une équipe qui se cherche, côté Espagne et c'est là où justement on va voir si De La Fuente a trouvé son équipe pour l'Euro. Parce que, bah, comme j'ai pu le dire, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests durant les qualifications et je suis pas sûr encore que De La Fuente ait trouvé son équipe. Il nous reste 2 matchs amicaux justement avant l'Euro contre l'Andorre et l'Irlande du Nord. Je pense qu'on en saura déjà beaucoup plus sur la composition type, de l'Espagne. Maintenant, on est quand même sur une bonne dynamique avec des joueurs qui sont enfin, avec un groupe qui est vraiment homogène. On n'a vraiment pas de grosses différences de niveau. On a vraiment une équipe qui est assez compétitive et qui est vraiment soudée. En tout cas, ça en est sûr. Certains ont toujours un petit peu l'image du Real Barça qui fera la guerre au sein du vestiaire de l'Espagne. C'est pas du tout le cas, honnêtement, parce que déjà il y a beaucoup moins de joueurs de ces 2 clubs-là, et puis aussi parce qu'on a vraiment une équipe qui est soudée maintenant. Et puis honnêtement, je pense que même si l'équipe est jeune, l'équipe peut vraiment aller chercher quelque chose durant cet Euro, parce qu'on a quand même des facettes dans le jeu qui s'améliorent au fil des matchs. On a un milieu de terrain qui est vraiment très intéressant. On a une défense qui est beaucoup plus solide qu'elle ne l'a pu l'être sur les dernières pardon, compétitions internationales. Donc non, vraiment, on a une Espagne qui est beaucoup plus, je pense, stable, en tout cas ces derniers temps, malgré quelques rotations au niveau de l'effectif. Ben, on va passer du coup aux points forts et aux points faibles des nations. On va faire l'inverse, du coup, commencer par l'Espagne. Tu nous parlais de ce jeu assez axé sur la possession, assez ennuyant finalement, et peu de joueurs qui savent faire la différence. Il y a beaucoup d'interrogations et c'est sur les ailes. Est-ce qu'on tenterait déjà de mettre Yamal avec Nico Williams? On sait que ces dernières années, c'était beaucoup Oyarzabal, tous ces joueurs qui n'arrivent pas à faire de différence, qui ont du mal dans tout ce qui est dribble, d'éliminer les joueurs. Mais est-ce que pour toi, on tenterait déjà la doublette Nico Williams qui réalise une super saison avec Bilbao et du coup Yamal avec le petit Barcelonais et on sait qu'il est très jeune donc il y a beaucoup de pression et c'est quand même assez osé de mettre un joueur aussi jeune devant mais bon on va pas se le cacher c'est l'un des meilleurs joueurs de la saison côté Barça si ce n'est le meilleur avec Cancelo quand même hein, qui est très bon avec, avec le Barça.
Bah, honnêtement, c'est une vraie question. En Espagne aussi, est-ce qu'on privilégie la jeunesse et «la foule» entre guillemets, ou on justement on reste avec nos bases? Honnêtement, je pense que, De La Fuente en mettra au moins un. Je pense qu'on aura soit Yamal pardon, soit, Nico Williams titulaire dans sa compo type. Mais je pense qu'il y a quand même des joueurs qui sont installés depuis pas mal de temps en sélection. Je pense à des Ferran Torres, je pense à des Mikel Oyarzabal, tu en as parlé. Même Dani Olmo, c'est des joueurs qui sont vraiment, entre guillemets «habitués», à la sélection et j'ai du mal à penser que Luis de la Fuente, va directement lancer dans le bain ces 2 joueurs-là, qui sont peut-être intrinsèquement les 2 meilleurs ailiers, actuellement de l'Espagne, mais qui manquent d'expérience, qui n'ont pas forcément l'habitude des très, très grands rendez-vous. Je pense à Nico Williams qui connaît pas l'Europe, il connaît pas le niveau européen, Nico Williams, enfin le très haut niveau européen pardon, donc l'envoyer là-dedans, c'est peut-être compliqué. Lamine Yamal, il connaît le niveau européen, oui, mais à quel prix? Il a fait je sais même pas s'il a 10 matchs en Europe, je pense qu'il les a pas. Donc c'est pareil, c'est compliqué de lancer ces joueurs-là forcément, à ce niveau-là dans un Euro. L'Espagne, c'est quand même une équipe qui a une certaine ambition, sur cette compétition-là, donc ils vont pas non plus, prendre le risque de gâcher leur compétition, juste pour avoir essayé. Donc je pense qu'il y a encore une réflexion là-dessus, on le verra comme j'ai pu le dire un peu plus tôt sur les 2 matchs amicaux qu'on jouera avant l'Euro. Mais, ils auront du temps de jeu, c'est une certitude, ils vont beaucoup jouer mais est-ce qu'ils vont de là à être titulaires? Je sais pas honnêtement. Hem Je pense qu'Oyarzabal est quand même installé comme un cadre de cette équipe-là et je pense que De La Fuente compte quand même beaucoup sur Mikel Oyarzabal. Pour parler des points forts, rapidement aussi de l'Espagne, hem, tu l'as dit, on a une équipe de possession. Ça a toujours été le cas depuis 15 une équipe qui tient le ballon et qui est très, très bon, enfin qui est bonne avec, qui sait le conserver en tout cas. Là encore, on a un milieu qui est ultra fourni, que ce soit des Pedri, des Rodri, des Gavi, enfin, on sait que ces joueurs-là sont pas forcément, sûrs d'être là, avec des problèmes de blessures. Mais on a vraiment une profondeur au milieu de terrain qui est vraiment intéressante. On peut faire rentrer des joueurs comme Merino, Olmo peut se replacer au milieu de terrain, Fabian Ruiz, même si bon, je pense que les supporters parisiens ne sont pas forcément un très grand fan de Fabian Ruiz. Ça reste un joueur qui en sélection quand même fait son travail. Donc non, on a un milieu de terrain qui est vraiment, homogène, là aussi j'ai envie de dire et qui conserve un très, très bon niveau. Et puis on a aussi des latéraux qui nous permettent de bien conserver le ballon sur les sorties défensives, avec des joueurs comme Grimaldo, Carvajal, Pedro Porro, Cucurella même des fois, même si je pense pas qu'il va beaucoup jouer. On a vraiment une équipe qui nous permet en tout cas de garder les ballons et ça c'est vraiment une force, c'est que bon, bah, forcément, quand tu as le ballon, tu peux pas prendre de but et même si tu l'utilises mal, au moins tu peux pas prendre de but. C'est une certitude déjà. On sait que l'Espagne fonctionne, beaucoup comme ça. Tu m'as un peu devancé sur quelques questions que j'avais pour toi. C'est ce milieu, du coup, normalement, Gavi ne jouera pas l'Euro. C'est quasi Malheureusement, une non, certitude à 99%. c'est quasiment Du sûr, coup, ouais. le milieu, il y a beaucoup de questions. Qui va le remplacer? On va sûrement mettre Rodri, Pedri, mais qui sera le troisième homme? Tu parlais d'Olmo qui peut aussi se replacer au milieu, qui peut apporter cette vitesse, un jeu moins stérile, du coup, pour l'Espagne. Qui tu mettrais? Je sais que De La Fuente aime aussi beaucoup Koke et Koke réalise une bonne saison avec l'Atlético, qui peut être aussi une option. Du coup, toi, qui tu mettrais aux côtés du coup de Pedri, qui réalise une moins bonne saison avec ses problèmes de blessure et tout ça, et Rodri. Après, on sait qu'il y a encore la doublette de la Sociedad avec, par exemple, Merino. Alors, tu l'as très bien dit, Rodri et Pedri, s'ils sont à 100 ils ne bougeront pas. C'est 2 titulaires indiscutables, c'est sûr. Maintenant, si tu me demandes mon avis à moi, moi j'ai un fait pour Dani Olmo, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son style de jeu, tu le dis, c'est un joueur qui, entre guillemets, «met de l'électricité dans le jeu». Il est capable sur une passe, sur un contact, justement, de faire la différence. Maintenant, pour Luis de la Fuente, je pense que ce sera pas Dani Olmo. Je pense qu'on est plus sur un joueur comme, Mikel Merino, sur Koke, comme tu l'as très bien dit. De la Fuente aime beaucoup Koke. Et je pense qu'on se dirige plus vers ça que sur Merino. Maintenant, si tu me demandes mon avis à moi, comme j'ai pu te le dire, j'ai un fait pour Dani Olmo, parce que je trouve que c'est un joueur qui apporte quelque chose de différent dans cette équipe d'Espagne et puis qui permet un petit peu de justement on parlait tout à l'heure de entre guillemets «du fait d'être téléphoné», justement d'être un petit peu, prévisible. Dani Olmo est le genre de joueur qui est imprévisible. Pour ceux qui ont l'occasion de suivre Leipzig en Ligue des Champions ou même en Bundesliga, c'est vraiment un joueur qui, même en équipe d'Espagne, fait beaucoup de bien, qui fait beaucoup de différence et qui est capable pas d'emballer un match à lui tout seul, mais qui est capable de créer des actions vraiment, à lui seul. Parce que c'est un joueur qui techniquement est au-dessus du lot, qui, a une bonne frappe de balle, qui a une capacité à trouver des lignes de passe qui est vraiment intéressante et qui est très, très habile avec le ballon. Donc moi vraiment, si tu me demandes mon avis, comme je t'ai dit, je pense que Dani Olmo est un joueur qui peut faire beaucoup de bien à cette équipe d'Espagne là
Maintenant, dans le système de jeu qu'utilise De La Fuente, je sais pas s'il sera priorisé. Et Olmo, le plus croate des Espagnols, hein, rappelons-le également. Ouais. Je me disais bien que tu Il allais en tweet parler. très régulièrement, il fait pas mal de stories quand le Dynamo gagne, joue, et il est Ouais, toujours très attaché au club qu'il a, où il a terminé sa formation, on va dire, où il a la commencé formation, du ouais. moins. Ouais, Bah, c'est un super joueur. Après, il y a encore d'autres interrogations. Tu nous parlais de cette charnière centrale qui change beaucoup. On voit que De La Fuente privilégie du coup cette charnière, on va dire française, le normand ou c'est comme ça, il le dit, le exactement, narman avec la puerta, la porte. Du coup, c'est ça. mais il y a ce jeune Pau Cubarsí qui explose avec le Barça, qui aura, je pense, son mot à dire. Mais il y a un autre Pau aussi qui est très bon, c'est Pau Torres, qui a été moins utilisé par De La Fuente. Du coup, toi, tu placerais quoi comme charnière centrale? Est-ce que tu resterais sur les Français ou bien tu changerais ça? Alors pour moi, le normand, je le mets. C'est une certitude, parce que, bah, ce qu'ils font en Liga, c'est quand même encore très, très sérieux pour ceux qui peuvent, suivre la Liga. Maintenant, tu as parlé de beaucoup d'alternatives, tu as parlé de Cubarsí ou même de Pau Torres. Il y a encore d'autres joueurs. Inigo Martinez est quand même beaucoup utilisé par De La Fuente. Dani Viviane, le défenseur de l'Athletic Club, est aussi beaucoup utilisé. Donc non, vraiment, comme quand je dis qu'il y a une incertitude, c'est que vraiment qu'on a 6 joueurs, voire 7, qui sont capables de jouer à ce poste-là. Et on n'a pas de réelle certitude. Vraiment, c'est vraiment le flou complet un petit peu, j'ai envie de dire. Heu, ce que tu as dit à juste titre, que la charnière qui est un petit peu, instaurée en ce moment, c'est, Laporte et le Normand. Moi, le problème, c'est que Laporte, j'ai un peu du mal à le juger parce que, bah, il est en Arabie Saoudite et je vais être honnête, je regarde pas le championnat saoudien et du coup, j'ai pas forcément clair dessus. Maintenant, Pau Cubarsí fait là aussi, une très bonne fin de saison, depuis qu'il joue avec le Barça. Maintenant, c'est un peu le même problème que Nico Williams et Lamine Yamal. C'est un joueur qui est très, très jeune, qui a très peu d'expérience au très haut niveau et pareil, le lancer dans une compétition comme ça, c'est très compliqué. Surtout qu'on sait que s'il y a bien, un poste où il faut des automatismes, c'est la charnière centrale. Si tu as pas d'automatisme avec ce joueur-là, ça risque d'être compliqué pour la Roja. Donc moi, je pense quand même que la défense qu'il faut prioriser, c'est, Laporte Lenormand, même si j'ai beaucoup de doutes sur Laporte, parce que sur sa condition physique, sur son fait enchaîner les matchs, je pense que c'est un joueur qui quand même, quand il est à son niveau, est relativement stable et offre une véritable garantie à ce poste-là. Donc moi, j'opterais quand même sur un Laporte Lenormand. Maintenant, comme je le redis, mais il y a tellement de flou que je pense qu'on sera beaucoup plus fixé sur sur la composition, type de l'Espagne après les matchs amicaux. Je pense que, les derniers ajustements, ils se feront à ce moment-là et je pense qu'après le match de l'Irlande du Nord, on sera déjà plus clair sur la compo de l'Espagne, notamment au poste de défenseur central. Tu nous parlais de l'obligation d'avoir une sûreté défensive, mais il y a un autre Ouais. poste où la sûreté n'est pas claire, c'est le poste de numéro 9. Au final, on sait que Ah oui. Morata devrait être titulaire. Morata est toujours assez, on va dire, assez bon avec l'Espagne dans les compétitions. Ça s'est vu dans les dernières compétitions qu'il a disputées. Est-ce que tu tenterais autre chose que Morata? Et on sait que les alternatives à Morata sont assez vieillissantes. Il y a Rosselló qui est assez vieux. Il y a Aspas qui me semble qui a pris sa retraite internationale. Donc, Ouais. qui tu mettrais au poste de numéro 9? Est-ce que tu garderais toujours Morata? Même si on sait que c'est quand même un gros problème en Espagne. On est passé comme des David Villa, Fernando Torres, à des joueurs comme Morata, même si on sait que l'Espagne a souvent joué avec un faux 9, avec Ouais. Fabregas. Bah Du coup, c'est en fait, c'est un vrai problème dans la formation espagnole. C'est que le poste de numéro 9, on a l'impression qu'il n'existe pas. On ne forme pas vraiment ce poste-là. Honnêtement, j'ai parlé avec, des f entre guillemets, «des personnes qui étaient éducateurs en Espagne, tout simplement et qui me disaient que, bah, le poste de numéro 9, c'est un poste qui n'intéresse pas forcément en Espagne. Il y a pas beaucoup de monde qui veut jouer à ce poste-là et tu te dis: «Mais c'est juste pas possible, c'est lunaire que dans un monde d'aujourd'hui, qui est peut-être le poste, entre guillemets, qui, intéresse le plus les enfants parce qu'ils se disent: «Bah, c'est je marque des buts, les grands joueurs, les qui ont les grandes récompenses, c'est des attaquants». Personne ne veut être à ce poste-là, tu te dis: «C'est quand même bizarre». Non, mais pour parler du poste, il y a un vrai problème. Aspas en plus après sa retraite internationale, pardon, tu l'as dit. Hem, on a l'option Joselu. Bon, je le suis tous les jours Joselu, je peux vous le dire, c'est malheureusement, c'est pas au niveau. Je suis désolé, en fait, c'est un très bon backup. Il marquera ses buts. Enfin, s'il a une occasion de la tête, il pourra la mettre. Il a pas une finition qui est irréprochable, mais en tout cas, il sait marquer ses buts. C'est sûr. Mais le problème, c'est que je pense que la meilleure, alternative, ça reste quand même Alvaro Morata, qui est un joueur qui est bon, qui restera toujours plus ou moins linéaire avec le même niveau de jeu. Mais le problème, c'est qu'on aura rarement des éclats. On aura rarement, un coup de génie d'Alvaro Morata
On sait que s'il y a bien un poste où il te faut des coups de génie, c'est des postes offensifs, pour, justement créer la différence et marquer des buts. Et pas ce truc-là de marquer des buts un petit peu qui n'existent pas et de créer des buts là. Avec Alvaro Morata, je sais pas si on en aura beaucoup, des buts comme ça. Après, il y a une option qui pourrait être utilisée, même si j'y crois pas trop et je pense pas qu'il faudrait l'utiliser, c'est Marco Asensio. Marco Asensio peut jouer en rôle de faux neuf et on sait que comme l'Espagne aime bien jouer avec un faux neuf, je pense que si l'Espagne enfin si De La Fuente, pardon, est dans l'optique de jouer avec un faux neuf, Asensio pourrait être titulaire justement dans ce rôle-là, parce qu'il le complète peut-être un peu mieux que Morata, qui est un pur finisseur, enfin qui est un pur finisseur, qui marque ses buts, qui est capable un petit peu aussi d'appuyer le jeu. Mais je pense que ouais, ça va se jouer entre Morata et Asensio, dans le sens où c'est en fonction du système, les deux meilleures alternatives. Merci pour ton analyse. On va passer à l'Albanie. Point fort, point faible de l'Albanie. Les points forts, on sait que les points forts ne jouent pas. Tu nous parlais de Strakosha avec Berisha, qui est le poste de numéro de gardien de but. Et il y a aussi ce Aslani qui ne joue pas beaucoup et Mmh. Broja devant. Désolé pour la prononciation, je pense que tu vas le dire mieux. Mais il y a ces postes où les joueurs importants ne jouent pas et c'est un réel problème quand même pour l'Albanie car il manque de rythme du coup. Alors en tout cas en défense, je pense qu'on n'aura pas de problème là-dessus. La défense est plus ou moins, 100 prête. C'est montré convaincant pendant les éliminatoires. Il y avait pas eu on n'a pas eu de problème défensif, et c'est notamment depuis l'arrivée de Silvinho, on est passé à 4 derrière parce qu'avant quand on était avec Panucci puis Reia, après le départ de De Biasi, on est vraiment resté sur des systèmes à 3 centraux et 2 pistons sur les côtés pour appuyer sur notre point fort qui était la défense et bizarrement, c'était le point, le plus catastrophique de la sélection. Et là, depuis qu'on est repassé à 4 derrière, bizarrement, maintenant, en termes de défense, ça va beaucoup mieux. C'est beaucoup plus convaincant. Déjà, on a réussi à avoir un capitaine définitif, donc en la personne de Berat Djimshiti, qui joue à l'Atalanta. Garde Lui, une pas belle de problème saison. là-dessus. Il est titulaire à l'Atalanta, il joue. En sélection, il est très, très, très convaincant. Il y a rien à redire. Il est irréprochable. Même Hussein, maintenant, côté droit, est beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins friable. C'est pas le mot que je voulais utiliser, mais voilà, il est beaucoup moins, on a moins de doutes, avec lui qu'avant. Notamment quand il était capitaine où là, c'était vraiment pas du tout convaincant. Là maintenant, voilà, ça va quand même beaucoup mieux. Il joue quand même avec la Lazio. Donc là-dessus, pas de problème et à gauche, enfin, Ismaili en défense centrale à l'Empoli, pareil, ça joue, donc pas de problème là-dessus, il s'est montré convaincant. Mitaï à gauche qui est une vraie surprise. Bon, malheureusement, en termes de visibilité, c'est un peu compliqué pour lui comme il joue dans le championnat russe, mais par contre en sélection, il est très jeune, hein, je crois qu'il est né en 2003. Il est né en 2003, je crois que la Juve le suit, pour le prochain mercato, mais franchement très bonne pépite. Il monte beaucoup, il vient souvent compléter le milieu de terrain avec ses montées, donc là-dessus pas de problème. En défense, on a rien à redire. Au goal, ça sera vraisemblablement, Berisha le gardien numéro 1. Parce que des 2 gardiens titulaires, on avait un certain ballottage entre Strakosha et Berisha et le problème, c'est que les 2, jusqu'à l'arrivée de Silvinho, quand l'un enchaînait, il faisait un bon match et le deuxième match, il se trouvait complètement et du coup, on changeait de gardien et en fait, le deuxième gardien, pareil, il faisait un bon match. Le deuxième match, il faisait n'importe quoi et on rechangeait et ainsi de suite et en fait, il y avait pas de continuité. Donc là, maintenant, la hiérarchie est très claire, c'est Berisha numéro 1, Strakosha numéro 2. Mais voilà, le problème, c'est que les 2 ne jouent pas énormément, quoi, donc voilà, ça va être un peu compliqué. Au milieu de terrain, c'est pareil, enfin, on a Ramadani qui joue pas mal, qui joue avec le club de Lecce en Italie, qui depuis l'arrivée de Silvinho a vraiment passé un cap, en sélection. A vraiment passé un cap en sélection et du coup, c'est une très bonne surprise. Aslani, pareil, qui est en Albanie et en sélection albanaise, est venu s'imposer, comme titulaire parce qu'avant, on avait Barret, Kedi Barret qui, voilà, qui était plus ou moins le titulaire au milieu de terrain. Aslani est venu, il a défoncé la force à coups de pied. Il est vraiment venu pour chercher sa place de titulaire en sélection, et vraiment pour s'imposer. Il n'a pas du tout été timide, hein. Je me rappelle d'un match où on obtient un penalty. On a Aslani, 20 ans, qui n'a pas encore prouvé grand-chose, qui va chercher le ballon, qui va dire: «Non, non, c'est moi qui tire le penalty». On l'a tous vu un petit peu comme un signe d'arrogance, mais ça montre au moins que c'est quelqu'un qui a envie de s'imposer en sélection. Voilà, là-dessus, on est très clair. Et après en attaque, je pourrais avoir quelques petits doutes, parce que bon, je pense que le poste de numéro 10 sera vraisemblablement pour Bayrami, sauf retournement de situation, sauf grosse surprise, ce sera, Bayrami qui sera le numéro 10 de la sélection et là par contre les 3 devant, les 2 sur les côtés et devant,
J'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal, pourquoi? Parce que Broja n'a pas joué un seul match d'éliminatoire avec l'Albanie, comme il s'était fait les ligaments croisés, comme après il s'était reblessé. Donc du coup, on a eu Tikaleshi qui était en pointe. Tikaleshi qui a mis un but sur penalty et qui, voilà, va aider les autres. C'est un petit peu comme Giroud en équipe de France. Il va aider les autres à s'illustrer, mais par contre, lui, balle au pied, c'est pas du tout, convaincant ni rassurant et ça a été un point faible pendant les éliminatoires. On a marqué très peu de buts dans la surface, hein. Je pense la majorité de nos buts, enfin du moins presque la moitié de nos buts a été inscrite, en dehors de la surface et avec Broja, on a vu, notamment face à la Suède, qu'on pouvait avoir une solution avec quelqu'un avec un neuf qui sait maîtriser le ballon, qui sait faire quelque chose balle au pied. Mais le problème de Broja, c'est qu'il joue pas du tout avec Fulham en ce moment. Enfin, depuis qu'il a été prêté par Chelsea à Fulham, ça joue pas beaucoup. Je crois qu'il a joué 60 minutes depuis le mois de janvier et donc ça peut être problématique et sur les côtés, on va avoir vraisemblablement Ouzouni, du coup, qui performe en championnat en Liga. Là-dessus, pas de problème. En Liga, il est vraiment très bon, il est très convaincant, il met ses buts. Je crois qu'il a mis peut-être 10 ou 11 buts cette saison. Et par contre, en sélection, c'est pas du tout ça. Heu, Comme on l'expliquait, on l'a tenté à gauche, on l'a tenté en pointe, c'est pas du tout ça et c'est assez bizarre de voir une telle différence de niveau entre, ce qu'il fait en championnat et ce qu'il fait en sélection et Hassani qui a été clairement notre point fort à droite, qui a été notre point fort, le point fort émotionnel, j'ai envie de dire parce que bon, il faisait pas des différences, il a fait quelques différences en termes de dribble, mais c'était pas non plus exceptionnel, mais là, les différences qu'il a faites, ça a été surtout au niveau des frappes de loin et les frappes de loin ont été clairement notre point fort pendant la phase éliminatoire avec 5 buts marqués en dehors de la surface. Mais le problème d'Hassani, c'est qu'en dehors des frappes de loin, il y a pas grand-chose d'exceptionnel et pareil, il est parti s'isoler dans le championnat sud-coréen où là, depuis quelque temps, il ne joue plus parce qu'il s'est blessé. Donc c'est ça. Là, on a vraiment en point fort, je pourrais citer du coup de un les frappes de loin et de 2 les transitions rapides. Il y a eu des buts aussi qui ont été marqués vraiment sur des contres ou vraiment sur, 1-2 passes. En 1-2 passes, on trouve quelqu'un en profondeur qui est lancé, ça part, ça rentre ou au moins ça crée une grosse occasion. Les tirs de loin et après oui, en termes de points faibles, bah, les ballons dans la surface, c'est compliqué de les exploiter. Les joueurs en manque de rythme et du coup, bah, derrière la profondeur de banc qui, voilà, le 11 titulaire est plus ou moins annoncé. On aura peut-être 2-3, 2-3 doutes devant, mais sinon le reste est complètement annoncé, titulaire, ça bougera pas, sauf en cas de blessure et sauf en cas de très, très grosse surprise. Mais bon, l'Euro, c'est dans même pas 50 jours. À mon avis, le 11 type, je viens de vous l'énoncer et il va pas bouger. J'en profite pour Mais une petite question un peu pour ma crèche, mais parler de Oxa qui a signé au Dynamo Ouais. cet hiver et qui performe, qui fait une très belle saison en Croatie. Est-ce que c'est un joueur qui peut être titulaire, notamment comme tu disais sur le côté gauche, en tout cas Sur le sur côté les gauche, éléments peut-être du monde. Donc est-ce que c'est une solution? Est-ce qu'il a déjà joué avec l'Albanie à un bon niveau? il il vient de commencer en sélection, Hoxha, il vient de commencer. Je sais qu'il était en ballotage avec le Kosovo pour savoir quelle sélection choisir. Oui. Finalement, il a opté pour l'Albanie. Il a opté pour l'Albanie. C'est pas étonnant étant donné que l'Euro arrive, donc c'est peut-être l'occasion pour lui voilà, de s'illustrer. Le truc de Hoxha, c'est que, on l'a pris pour pouvoir tester et il n'a pas beaucoup joué et ça va. De là à dire qu'il sera titulaire, je pense pas. De là à dire qu'il sera titulaire, je pense clairement pas. Je pense franchement que ce sera Ouzouni qui sera titulaire côté gauche et à mon avis, ça va pas bouger. Quoique, il y a aussi Seferi qui a joué, mais Seferi, le truc, c'est qu'il joue dans le championnat si je dis pas de bêtises, des Émirats Arabes Unis. Seferi était vraiment pris pour le côté défensif. Donc, il était titularisé parfois à la place d'Ouzouni, même si voilà, Ouzouni est quand même titulaire en Liga, il n'était pas forcément titulaire en sélection. Seferi était là parce que pour l'aspect défensif, c'était plus pratique. Et je pense face à des adversaires tels que l'Espagne, l'Italie ou la Croatie, on voudra peut-être sécuriser un petit peu l'aspect défensif, donc il y a moyen que Seferi soit sélectionné. Heu, et du coup, bah, on aura les deux ailiers gauche, on aura vraisemblablement, Seferi ou Zouni. Donc Hoxha a son rôle, voilà, a sa place à prendre, mais étant donné qu'il n'a joué que les amicaux, ça va être très, très, très compliqué et assez peu probable, je dirais, de le voir à l'Euro. Voilà, maintenant il peut créer la surprise, je lui souhaite en tout cas, parce qu'on va dire il a un meilleur apport offensif que Seferi, mais le truc c'est que Seferi
était, était vraiment là pour jouer la sécurité côté gauche face à des adversaires tels que la Pologne ou la République tchèque. Donc voilà. Il y aura cet aspect défensif à vouloir prioriser, je pense, pendant l'Euro, surtout dans un tel groupe. Tu nous parlais de Jim City, qui est une réelle sûreté pour l'Albanie dans sa défense, et ça se voit avec la saison qui sort avec l'Atalanta, qui est vraiment parfaite, l'une de ses saisons les plus abouties, j'ai l'impression. Mm. On parlait aussi beaucoup, il y a 2 3 ans, de Kumbula, du coup, qui était annoncé comme le réel crack de Serie A et le crack albanais. Il Mm. n'a pas son mot à dire sur le poste de défenseur central aux côtés de Jim City, ou vraiment c'est déjà fait avec le central que tu nous as annoncé? Bah, je pense qu'on va vraiment partir sur Jim Shiti et Ismaili, parce que pareil, Ismaili est convaincant. Et le truc de Kumbula, c'est que bah, pareil, il s'est fait les croisés. Il a été prêté à Sassuolo. En termes de rythme, ça a du mal à enchaîner. Donc, quand derrière, on a une défense aussi qui fonctionne, hein, je veux dire, voilà, Ismaili, Jimshiti en éliminatoire, ça a été 4 buts encaissés. 4 buts encaissés pendant toute la campagne. Pourquoi changer? Voilà, c'est ça le truc, c'est que Kumbula, je pense que pour l'Euro, il sera peut-être convoqué, mais ne sera pas titulaire. À voir pour après l'Euro. Mais en tout cas, pour l'Euro, on a déjà quelque chose qui fonctionne plutôt bien, qui a fait ses preuves, surtout face à de gros adversaires, hein. Vraiment, les deux se sont illustrés face à la Pologne et à la République tchèque. Donc, c'est ça le problème, c'est que pourquoi changer? C'est ça le truc. Pourquoi changer pour changer? Donc, à moins que Kumbula nous sorte vraiment une fin de saison extraordinaire avec Sassuolo, il sera plutôt sur le banc, je pense, pour l'Euro. Bah, ça marche. Tu nous parlais du coup de problème en tant que numéro 9. On va Mm. revenir sur une sélection qui a ce problème depuis, on va dire, on va aller loin, mais depuis 2006, même si entre ça, il y a eu Balotelli. Du coup, Charles qui nous parle de la Squadra Azzurra, qui est vraiment un peu dans un doute en termes d'11 type. Il y a beaucoup d'interrogations. Il y a ces problèmes extrasportifs qu'on a eu avec Tonali et Fagioli qui font en sorte qu'ils ne seront pas là pour l'Euro. Fagioli, on ne sait pas, il va sûrement faire les 2 derniers matchs de la Juve et pourquoi pas, ça peut être la surprise du chef avec cette liste élargie du coup à 26 joueurs qui devraient normalement être officialisés. Du coup, point fort, point faible de l'Italie, on sait que généralement c'est toujours la défense le point fort de l'Italie avec une défense à l'italienne, mais il y a quand même cette interrogation qui sera à côté de Bastoni du coup. Ouais, c'est ça, bah, pour fort, la défense et les gardiens. Il y a un puits de gardien qui est fou. Bah, là, actuellement, le débat, c'est Donnarumma ou Vicario, ce qui est quand même pas mal. En défense, pareil pour les centraux, le débat qui est à côté de Bastoni. Perso, je voudrais peut-être Bouljourno, qui fait des perfs assez intéressantes au Torino, qui devrait aller dans un top club italien cet été. Personnellement, c'est peut-être celui qui me rassurerait le plus, mais même Scalvini, ce serait pas surprenant. Enfin, il y a beaucoup de noms qui seraient pas surprenants. Et le problème, bah, c'est le milieu. Tu peux aligner un milieu Barella Tonali, mais Tonali est suspendu, je crois, jusque Il ne fait pas l'Euro, ouais, 100%. juillet, août, je crois, c'est la suspension, je sais plus. Et Fagioli qui va revenir bah, mi-mai pour Bologne, logiquement, donc 37e, 37e, Oui, ouais. Ouais, normalement, dans la logique, il jouerait les 2 derniers matchs de la ouais, Juve. c'est ça. Allegri le met, mais il ne faut pas oublier que les personnes pourraient penser qu'il n'a pas de conditions physiques et tout. Il réalise tous les entraînements avec la Juve. Oui, il continue. Donc, en termes de conditions physiques, il sera en place, sauf qu'il n'a jamais joué avec Spalletti. C'est une interrogation importante. C'est ça, bah, après, Spalletti il reste une interrogation en général. Est-ce qu'il va faire une surprise? Alors, en début d'année, il y avait même eu un moment où il voulait prendre Soulé, il a essayé de le convaincre, il était allé au centre d'entraînement de la Frosinone. Ça devrait pas être le cas, mais il peut nous sortir une surprise du chapeau. Tout est encore possible, il y a encore quelques semaines pour. Même sur bah, le sous-milieu, pour moi, on partira donc sur Barella, Jorginho et Fratesi. Ça m'a l'air être le meilleur milieu à aligner. Et après, bah, l'attaque, on a toujours ces problèmes-là. On n'a pas de top buteur. Scamacca commence à quand même s'imposer. Et Retegui aussi. Mais bon, Scamacca sort de son match contre Liverpool, donc faut quand même tempérer sur ça et faire attention à pas trop non plus le mettre comme le 9 de la décennie. Mais on n'est plus dans la période Simone Zaza et tout le tralala qui était quand même sacrément effrayante. Bah, c'est cette interrogation-là. Est-ce qu'on part sur Scamaca qui réalise quand même une bonne saison avec l'Atalanta, sûrement, surtout une deuxième bonne partie de saison. Ouais. Mais Retegui a son mot à dire. Son ratio avec la Squadra Azzurra est super bon. C'est un but tous les 2 matchs quasiment avec la Squadra Azzurra.
il y a cette interrogation-là, qui mettre et tout. Je pense plus qu'il partirait sur Scamaca, qui est un peu plus une Ouais. certitude, même si ça reste pas le 9 all-time, comme tu as dit. Il y a toujours Immobile aussi, mais Immobile qui réalise une pas très bonne saison avec la Lazio. Donc, c'est une interrogation. Et du coup, tu nous parlais, du coup, toi, tu mettrais plus Buongiorno, le défenseur du Ouais. Torino, annoncé à Milan l'été prochain. Milan, Inter, je crois. Il y a aussi l'Inter dessus. Mais il y a une autre alternative. Il y a Mancini qui réalise une Ouais. super saison avec la Roma, demi-finaliste d'Europa League, décisif, qui est devenu vraiment un vrai leader de la défense. Moi, je ne suis pas trop fan de ce joueur, mais c'est lui, là, il apporterait dans cette défense cette hargne, cette agressivité qui manque à Bastoni, qui est plus un défenseur qui relance, qui est propre, qui est dans le jeu du coup de Inzaghi avec une défense à 3 en Italie avec ses pistons. On y reviendra après sur les côtés. Il y a beaucoup d'interrogations avec Udogi qui s'est blessé, qui mettre et tout ça. Mais du coup, tu partirais vraiment sur Buongiorno. Gatti n'a pas son mot à dire. Il réalise une saison assez correcte avec la Juve, ou plutôt Mancini. Et pourquoi pas, moi, je suis, comme dit, j'aime beaucoup un joueur. JB nous parlait d'Olmo. Moi, je suis vraiment tombé amoureux de Calafiori de Bologne qui réalise une saison extraordinaire et qui est annoncé à la Juve du coup cet été avec Thiago Motta. On fait le Il y a Leverkusen aussi. Leverkusen aussi est dessus. et Leverkusen, mais si Thiago Motta vient, il voudrait ramener ses joueurs Zirkzee, potentiellement Ferguson qui est blessé, l'Écossais. Du coup, tu nous parlais du coup de Buongiorno en défense, du coup on parlait aussi des côtés, c'est aussi une interrogation. Est-ce qu'on partirait sur Di Lorenzo à droite, avec à gauche Di Marco, mais Di Marco n'est pas une certitude sur une défense à 4. Di Marco est plutôt un piston qui est vraiment porté vers l'offensive. Est-ce qu'on n'assurerait pas en mettant Cambiaso à gauche, vu qu'il n'y a plus Udogie? Du coup, tu partirais sur quoi sur les côtés italiens? Pour moi, là, il y a la question, on va surtout avoir un élément de réponse contre la Turquie. Est-ce qu'il va jouer à 2 à 3? Parce qu'il a joué à 2, donc défense à 4 avec 2 centraux durant les qualifications. Mais il venait d'arriver. Est-ce qu'il n'a pas voulu faire une continuité avec Mancini? Et il a commencé à jouer sur une défense à 3 contre les 2 matchs amicaux. C'était Équateur et j'ai plus le deuxième, Venezuela, je crois. C'est ça, c'est ça. Et là, il a aligné une défense à 3. Donc, il y a encore il peut encore chercher. Pour moi, cet euro, ça va pas forcément jouer la victoire finale. Ça va plus être un euro. On va commencer à mettre en place des choses, peut-être à lancer des jeunes. Pour ça, Buongiorno, pour ça, Scalvini. C'est des joueurs qui sont encore très jeunes et on peut commencer à leur montrer le haut niveau en équipe nationale pour derrière, sur la Coupe du Monde, si on y participe, pouvoir espérer faire quelque chose de bien parce qu'on a quand même une génération qui arrive assez talentueuse, que ce soit en milieu, même en attaque, on en parle. Retegui est quand même très jeune, Scamacca reste quand même très jeune. Donc pour moi, il faut commencer à penser au futur, d'où pourquoi Calafiori pourrait aussi être concurrent. Udogie, c'est embêtant qu'il soit pas là, c'est évident, mais ça reste Di Lorenzo et ça commence extrêmement bien. Di Lorenzo reste solide, donc c'est pour moi, ça va être défense à 3, mais tout est encore possible. Vraiment, ça me surprendrait pas qu'il y ait un coup du chapeau, même que d'un coup, il joue à 4 contre la Croatie, puis à 3 contre l'Espagne, il s'adapte ou l'inverse. Il y a aussi Darmian qui aura son mot à dire, Ouais, qui Darmian. réalise une saison plutôt correcte Oui. avec l'Inter. Tu nous parlais du coup du numéro 9, ce problème. Il y a aussi ce problème sur les ailes. On sait qu'il y aura Chiesa qui va être là, qui va être le titulaire fixe. Mais il y a beaucoup d'alternatives sur l'autre côté. On sait que Spalletti aime beaucoup Nyot de Leeds, qui réalise une Ouais. saison assez correcte. Il utilise aussi beaucoup de Zaccagni, de la Lazio, et tous ces joueurs-là ont leur mot à dire. Il y a aussi Orsolini de Bologne qui a joué le dernier match amical avec la Squadra Azzurra. Du coup, toi, tu partirais sur quoi? Chiesa titulaire, ça, je pense, Il y a pas c'est de débat. obligatoire. Surtout qu'il doit quand même se racheter d'une saison moyenne avec la Juve. Hein. Après, il y a toujours ce débat avec Allegri qui ne met Voilà. pas dans les mêmes conditions. Mais en sélection, il a jamais déçu. Ça s'est vu à l'Euro. Est-ce qu'au final, Chiesa ne serait pas un joueur de compétition, de Coupe d'Europe? Tu mettrais du coup qui sur le côté pour la Pour squadra? pour moi, je mettrais quand même Zaccagni. Pas que Gnonto est pas bon, pas que les autres sont pas bons, mais je pense que même sur les matchs, j'ai quand même vu quelques fois, l'Ukraine, je crois que c'était lui, le match où on pouvait se faire sortir, hein, le 0-0, je crois que c'est lui qui choisit. Il faut que je retrouve la compo, mais dans mes souvenirs, c'était Zaccagni. Et même, c'est plus d'expérience, il reste quand même assez jeune. Et ça va tourner. C'est sûr il peut vraiment changer un peu une compétition. Et ça fait partie des questionnements, c'est les éléments de réponse qu'on aura contre la Turquie, clairement.
Il a fait des tests sur les amicaux. On va voir ce qu'il va voir. Peut-être parler des coups de surprise, peut-être pouvoir sortir un joueur, bah, alors j'allais dire saoulé, mais c'est pas trop son poste, mais peut-être un peu nous sortir un joueur qui va être plus recentré. Enfin, tout est encore possible et c'est vraiment. Ça peut être intéressant. Le problème, c'est l'attaque. Ça a toujours été l'attaque en Italie depuis 5-10 ans. Et clairement, bah, on a Chiesa qui fait le taf, mais à côté, c'est faible, quoi. Quoi qu'il arrive, ce sera pas incroyable. Ben, il y aura Justement, aussi l'alternative. Ah ouais, tu ouais, vois? ouais, tu peux me permettre, par rapport à Chiesa, bah, on sait qu'il a eu des grosses blessures ces dernières années. On sait qu'il avait fait un Euro 2021, on va dire, phénoménal, où il avait Mmh. été un des meilleurs joueurs de la compétition. Qu'attendre de lui pour cet Euro-là? Et est-ce que selon vous, c'est vraiment le joueur qui peut faire passer l'Italie comme un des plus grands pays pour la compétition? Pour moi, Chiesa est très bien revenu des croisés. C'est un des exemples des joueurs qui reviennent très fort. Après, c'est toujours la Juve d'Allegri. Bon, bah, on peut faire toujours c'est l'éternel débat. C'est depuis qu'il est revenu, beaucoup de joueurs, Locatelli, c'est un exemple parfait, qui avait performé à l'Euro 2021 n'y arrivent plus. Ou en tout cas, ne sont plus au niveau auquel on pourrait espérer. Donc, pour OK, moi, ça je reste vois. quand même le joueur le plus important et ça reste celui qui va pouvoir faire ses différences. Et bah, après, il y a toujours cette idée qu'on peut aller peut-être sous-coter un Zaccagni qui peut surprendre. C'est des joueurs. Moi, je me souviens, Zaccagni, il y a un an et demi, il y avait eu des rumeurs au PSG. J'avais un peu vu les avis Twitter. C'était c'est qui joueur inconnu, inconnu, nul. C'est qu'il faut faire attention à pas non plus les sous-coter. Il y a quand même beaucoup de joueurs qu'on ne connaît pas en France, mais qui sont assez forts. Après, on parle souvent Parce que d'une nation. Je vais juste revenir sur répondre aussi ouais, à la vas-y. question. En tant qu'Italien et supporter de la Juve, j'ai aussi des petites choses à dire. Généralement, dans une sélection qui gagne une grande compétition, il faut trois sûretés. Il faut une sûreté défensive, il faut une sûreté au milieu de terrain, dans l'entrejeu, du coup, et offensive. Derrière, on a Donnarumma qui est une sûreté. On sait qu'il fait quelques erreurs avec le PSG, mais il ne faut pas oublier toutes les arrêts qu'il fait aussi pour le PSG. Il les sauve beaucoup. Il sauve beaucoup la mise à la défense qui est des fois catastrophique cette année du PSG. On a la sûreté Barella au milieu de terrain. Ça, c'est indéniable. Ça va être notre leader au milieu de terrain. Jorginho qui revient très bien avec Arsenal depuis la blessure de Partey. Et devant, ça va être Chiesa. Chiesa, c'est son moment. C'est à ce moment-là, on saura si Chiesa aura passé ce cap. Parce qu'il n'aura aucune excuse l'année prochaine s'il y a un nouveau coach. S'il y a Thiago Motta qui met en place des joueurs il utilise très bien ses ailiers. Ça se voit avec Orsolini, il est super bien utilisé à Bologne. Ou le jeune Endoy, le Suisse, qui est super bien utilisé par Thiago Motta. Ça va être aussi un élément de réponse pour nous. Est-ce que Chiesa est ce joueur qu'on a annoncé? Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a 3 ans, on l'a annoncé comme un crack générationnel. À l'heure actuelle, il n'a pas fait ce qu'on lui demandait. Il s'est blessé, certes, il est bien revenu, mais on attend encore beaucoup de Chiesa. Il y aura beaucoup de pression sur lui. On verra si à son âge, à 26 ans, il me semble qu'il a 26 ans, Ouais, 26. est-ce qu'il arrivera à gérer cette pression-là? Elle est forte, c'est sur lui, ça va être lui le game changer de cette équipe, hein, il en faut toujours un. On parlait de l'Espagne, il nous faut Yamal, Nico, qui sont ces joueurs qui peuvent changer un match à tout moment, vu que Morata ne fait pas le travail pour être ce joueur transcendant, du coup. Mais c'est une grosse interrogation et normalement, pour moi, et je ne parle pas ça en tant que supporter de la Juve, mais ça va être sa compétition. Je vais vraiment beaucoup miser sur lui et j'espère qu'il supportera la pression parce que la pression est très forte après cette non-qualification à la Coupe du Monde. Parce que ouais, justement, c'est ce que je voulais te demander, parce qu'on sait enfin, l'Euro 2021, c'était pas forcément le joueur numéro un de l'Italie. Heu, pour moi, quand je regarde d'extérieur, je suis pas italien, je suis pas fan de l'Italie particulièrement, mais là, d'extérieur, c'est vraiment lui, le joueur numéro un, l'atout numéro un, et c'est un petit peu la star de cette équipe italienne. Tu l'as dit en introduction de la question, il a pas forcément fait une grande saison. Est-ce que tu penses qu'on a un moment charnière de sa carrière ou pas? Est-ce que tu penses que s'il fait un grand Euro, parce que, bah, je pense que tu t'en souviens, après l'Euro 2021 et après sa saison justement, on parlait de lui dans de très gros clubs. On parlait de lui, moi je sais qu'Aurel, on en avait parlé au PSG à un moment aussi, je m'en souviens. Est-ce que pour toi, c'est un petit peu l'occasion peut-être pour lui de voir aussi plus haut? Parce qu'on sait que la Juve forcément n'est pas à un niveau exceptionnel en ce moment, est un petit peu en reconstruction. Est-ce que aussi peut-être, pour voir d'autres clubs, c'est un moment intéressant pour Chiesa? Je Euh, parle à Matteo ou à Charles, hein, ouais, comme vous voulez, parce que ouais, Vas-y, et après, je si tu veux, je répondrai. commence, vas-y. Pour moi, c'est l'année en général qui est charnière parce qu'il y a l'Euro, mais aussi le changement de coach à la Juve. C'est parce que vient de dire Matteo, c'est si Mota arrive et que ça ne marche toujours pas, et que c'est toujours au-dessous des attentes, il n'y aura plus d'excuses. Surtout si derrière on a, bah, moi je parlais de l'exemple Locatelli. Locatelli, tout le monde, il y avait une hype immense après l'Euro. Il arrive à la Juve, c'est pas catastrophique.
Ah, j'ai acheté le maillot et tout, hein. J'ai acheté le Ouais, ouais. maillot, hein, et c'était Ouais, une non, mais aventure complète, hein. il y avait une hype immense. Bon, bah, finalement, là, ça parle de le mettre en 10, si je me trompe pas. C'est sorti Et hier ça, oui? oui, Locatelli le replacer un peu plus en Ouais, c'est ça. métal là et redescendre, du coup Fagioli en numéro Ouais, 6. c'est ça. Mais Sale ça idée, hein, c'est une sale idée. voilà, c'est Allegri, quoi. Mais c'est quoi qu'il arrive, il va arriver on arrivera fin 2024. S'il rate son Euro et qu'à la Juve, ça ne marche toujours pas avec un nouveau coach, là, on va commencer à se dire: «Il y a un problème, c'est pas le crack générationnel qu'on nous a annoncé». Ben, surtout que là, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de rumeurs en Italie. Après, on sait que les journaux italiens aiment en faire des caisses. Ça annonce une prolongation de Vlahovic, du coup, qui est vraiment très proche, et une prolongation de Chiesa, du coup, qui sont les deux tauliers offensifs que la Juve devra miser avec Soulé, Kenan Yildiz et tout ça. Les deux devraient prolonger, mais tout va dépendre de la situation d'Allegri. On entend beaucoup en cas de départ d'Allegri, la signature serait officielle de Chiesa. On le voit déjà qu'il en a marre. Lorsqu'il est sorti, là, c'est sorti en Italie, les images de sa sortie prématurée, il disait: J'en ai marre, c'est toujours moi qui sors en premier. Et on parlait beaucoup de Chiesa mis sur le banc face à Cagliari, après ces histoires qui sont sorties et tout. Donc, comme tu dis, honnêtement, je pense qu'il a le niveau de passer un cap au-dessus de la Juve, mais ça reste quand même un joueur assez attaché au club. Et on sait qu'avec un Thiago Motta et une construction en étant l'un des éléments phares, du coup, cette équipe avec Vlahovic, qui réalise tout de même une bonne saison, Vlahovic, il réalise la saison qu'il doit faire Oui, oui. avec Allegri. Je pense que, comme tu as dit, ça va être déterminant déjà le choix, la Juve, ça va être important pour lui. Et si vraiment Allegri reste, ça serait pas déconnant de le voir partir. Il y a quelques rumeurs à la Roma aussi. On sait que Ouais. c'est un cran en dessous, mais la Roma qui réalise une bonne saison avec un super jeu avec des Rossi, mais ça serait pas déconnant de le voir changer d'air. Il y a beaucoup de rumeurs aussi du départ de Salah à Liverpool. Pourquoi Chiesa ne pourrait pas être son remplaçant? On ne sait pas. Est-ce que c'est des petites questions comme ça? On ne sait pas. Mais tout va se jouer en fin de saison. Du coup, vraiment, l'élément clé, il s'appelle Massimiliano Allegri. Mais pour quasiment OK, ça tous les marche. joueurs Allegri, s'il part, il reste. S'il reste, ça peut être plus ouvert à un départ. Je OK, pense ça que marche. Vlahovic était à peu près la même chose à un moment. Soulé, ça risque d'être la même chose. Enfin, c'est souvent ça le problème d'Allegri. Aujourd'hui, si tous les top clubs changent de coach et qu'il n'y a que Allegri qui reste à la Juve, ils seront tous dégoûtés, c'est sûr. Ça marche. Tout est Merci les bon? gars. On va Nickel les gars, passer merci. à la Croatie. Il nous attend depuis avant, Cédric. Il écoute un peu tout. Il met ses petites touches pour Exactement. parler du championnat croate. Ben, c'est assez difficile pour la Croatie. Ils ont un milieu de terrain assez dense, assez fort. Le banc est bon, mais on est sur quand même, faut se le dire, on est sur une fin de génération qui commence à partir. Les Modric, Rakitic après sa retraite internationale. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui réalisent leur dernière compétition. Du coup, point fort, point faible. Et on peut commencer déjà sur un point fort. Ça reste quand même Livakovic, le gardien de Fenerbahçe, qui Alors, est. c'est pas la première chose que j'aurais cité dans les points forts de l'équipe, même si Livakovic est un bon gardien. Tu voulais poursuivre peut-être Non, moi j'avais noté ça et j'avais noté que Ouais, c'était assez bizarre que l'une des sûretés aussi Gvardiol et Gvardiol que j'ai regardé ça sur Source Transfermarkt sur le dernier rassemblement, c'est le joueur le plus jeune de la sélection et c'est un peu la sûreté de la Croatie aussi derrière avec Luka Modric. Mais bon, ça on n'a plus besoin de le présenter le monsieur, hein. alors, l'histoire de dire que c'est équipe de transition, sincèrement, je l'entends à chaque compétition. C'est toujours un petit peu vrai, mais toujours un petit peu faux aussi, parce que quand même, il y a beaucoup de joueurs performants qui arrivent derrière. Alors, est-ce qu'ils seront du niveau de ceux qui sont là aujourd'hui? Ça, l'avenir le dira. Mais il y a quand même toujours de nouveaux joueurs qui sortent, peut-être un peu moins forts, mais il n'y a pas particulièrement de manque, en tout cas. Là où c'était un gros point faible jusqu'il y a encore quelques temps, c'était principalement la défense. Mais l'arrivée de Guardiola au très haut niveau fait que ce qui est cool avec un joueur comme ça, surtout en équipe de Croatie, c'est que lui, il est tranquille pour 15 ans en défense centrale, quoi. Et clairement, voilà, on s'amuse chaque année à faire un petit sondage sur le meilleur joueur croate selon ceux qui suivent la page sur les réseaux. Et Guardiola est ressorti 2 années de suite. Donc il y a vraiment aussi voilà, les supporters croates sont très contents de ce que peut produire Guardiola, surtout
que la sélection a beaucoup manqué de très grands défenseurs en fait depuis longtemps. Je vais peut-être reprendre un peu comme vous avez tous fait par ligne. Ce sera peut-être le plus simple. Donc bon, de toute façon, on est sur un 4-3-3 depuis la nuit des temps et ce sera comme ça pendant encore quelques siècles. Tant qu'aura Dalic en tout cas en poste. Donc Livakovic au cash, ça ne bougera pas. On sait qu'il a quand même beaucoup progressé ces dernières années et puis il est très bon pour arrêter les tirs au but. Comme c'est devenu une de ses spécialités, on attend ça de lui aussi cette année, si jamais ça va jusque-là. La défense, c'est vraiment la ligne qui a le plus bougé et c'est là pour ça que le renouvellement a été fait, où c'est une ligne de défense quand même assez jeune, qui a moins de 25 ans de moyenne d'âge, avec Vardiol bien sûr. À côté de lui, on a Choutalo. Choutalo qui joue à l'Ajax. Alors justement, ce qui fait question, c'est que tout le monde est très heureux de le voir signer à l'Ajax, mais vu la saison pourrie qu'ils font, et vu qu'il joue même plus beaucoup, la question de savoir est-ce qu'il aura encore sa place à l'Euro, et auquel cas on pense à Martin Ehrlich, que les amateurs de la Serie A connaissent un petit peu, puisqu'il faut quand même arrêter de compter sur Domagoj Vida qui est archi carbonisé, même si il est un peu là comme un taulier dans le vestiaire, mais clairement sur le terrain il est vraiment cuit. Et sur les côtés, on a Borna Sosa qui pour le coup a signé lui aussi à l'Ajax. Il joue pas, donc lui était très attendu aussi et c'est un petit peu embêtant parce que justement à ce poste-là, on compte un petit peu sur lui, d'autant que Perisic était redescendu pour jouer à ce poste-là sur des matchs, mais Perisic a fait les croisés, donc vous avez vu que c'est un petit peu compliqué, on ne sait pas s'il sera dans l'équipe, mais est-ce qu'il sera au niveau? Ça c'est l'immense question, enfin il sera sans doute pas au niveau même, on peut quand même l'envisager. Et puis l'autre côté, on a Juranovic qui joue à l'Union de Berlin, mais qui pareil ne joue plus beaucoup cette saison, alors qu'il avait plutôt bien démarré, mais par contre on a Stanisic qui pour le coup là avec le Bayer fait une très bonne fin de saison, on reprend une place aussi de titulaire, et pour le coup je pense qu'il jouera sur le côté gauche, sur le côté droit, pardon. J'avais une petite question Ouais. pour la défense centrale. Du coup, tu nous parlais de Choutalo avec Gvardiol, tu nous parlais du coup du vieux Vida, hein, on se rappelle tous de lui, mais il y a aussi Kaleta Car, du coup, Ouais. ou Kaleta Char, je ne sais pas comment le prononcer, Caleta mais Tsar. du coup, qui a aussi, je pense, son mot à dire, ça reste aussi comme une sûreté, mais je ne sais pas ce que tu en penses, du En coup. fait, ça fait longtemps qu'il est plus sélectionné, Caleta Tsar, où on le voit plus en sélection. Maintenant, parce qu'il y a même Pongracic qui passait devant lui. Néanmoins, je pense qu'avec le groupe élargi à 26, il y a possibilité qu'il soit dans le groupe Caleta Tsar, parce que maintenant il joue avec l'OL, parce qu'il est titulaire aussi. Mais clairement, il n'y a aucune raison qu'il soit titulaire à l'Euro. Enfin, Caleta Tsar, c'est peut-être le défenseur le plus éloigné de tous ceux que j'ai pu citer de jouer titulaire, a priori, avec la sélection. Même si à un moment, oui, il y avait eu une charnière Caleta Tsar-Lovren, qu'on a retrouvé à l'OL d'ailleurs, mais clairement, il n'est pas dans les plans du 11, et encore plus quand tu as des jeunes, et des jeunes joueurs qui ont été quand même assez performants en sélection, comme Choutalo, Ehrlich, qui clairement passeront devant ça. Le milieu, vous le connaissez par cœur, c'est le même, et ce sera le même, Brozovic, Kovacic, Modric. Modric, 38 ans, voilà, malgré tout, il est toujours vraiment très très bon en sélection, hein. C'est impressionnant, en Ligue des Nations, il jouait encore les 120 minutes jusqu'au péno, enfin, d'être toujours animé pour jouer en sélection et avoir toujours cette même envie, cet âge-là, c'est vraiment extraordinaire, hein, qu'on se le dise. Qualité de passe, l'apport aussi mental qu'a quand il est présent, même si forcément il court moins qu'avant, avec le ballon, sa vision de jeu, elle est tout simplement extraordinaire, et il fait toujours la différence en sélection, donc il sera là, et il sera à fond. Je m'inquiète un peu plus pour Brozovic, qui depuis son départ en Arabie Saoudite, clairement, là sur les apparitions qu'il a fait sur les fins des éliminatoires, plus les matchs du mois de mars, c'est très moyen. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de choses qu'il ne faisait pas avant en fait, parce qu'il était quand même, avec ses 3 poumons, la capacité de vraiment une machine à laver, mais là, voilà, je ne sais pas si la baisse de niveau au quotidien l'impacte dans son niveau à lui, mais malheureusement, c'est cette impression qu'il donne après. Il sera bon, mais est-ce qu'il sera aussi bon qu'avant? Ça, je crains que ce ne soit pas forcément le cas. Et devant, c'est les grandes questions, parce que on attend toujours le successeur de Mandzukic, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pointe
capable de faire la différence ou qui est au niveau d'une sélection qui veut gagner une grande compète. Et c'est notamment pour ça qu'ils ont pas pu aller en finale de Coupe du Monde, qu'ils sont galérés en Ligue des Nations, c'est qu'il manque ce 9 en fait. Donc ça tourne beaucoup. C'est selon un peu les formes et selon les équipes qui en face. Là, celui qui est le plus en forme, c'est Boudimir en Liga, qui marque beaucoup de buts de saison, qui fait sa meilleure saison et donc qui, à mon avis, démarrera l'Euro. Mais en sélection, on l'a pas non plus trop vu, mais c'était un petit peu mieux ces derniers temps. Moi, j'aime beaucoup Petkovic. Mais Petkovic, un joueur extrêmement nonchalant qui est capable de faire une dinguerie contre le Brésil, a marqué un but formidable et puis être totalement absent et toujours par terre le match d'après. Puis on a Kramaric, mais Kramaric n'est pas bon en tant que neuf dans un 4-3-3. Parce que c'est un joueur qui a besoin d'avoir un soutien ou d'être en second attaquant. Donc il jouerait peut-être sur les ailes. Et sur les ailes, on a Ivan Ušec du Feyenoord, mais qui joue moins cette saison, donc ça pose un peu question. Mais pour autant, je pense qu'il sera titulaire, parce que Piazza, que les Italiens connaissent bien, qui revient. C'est assez dingue que ce joueur revienne après toutes ses blessures. Il fait une bonne saison en Croatie, mais pour autant, il n'aura jamais une place de titulaire. Et puis voilà, je ne pense pas qu'il ait le niveau de toute façon pour avoir une place de titulaire en sélection. Et sur le côté droit, ce sera soit Maier, soit Pachalic. Ça dépendra là un petit peu de qui sera en face. Puisque comme le milieu est verrouillé avec ces trois-là, Maier joue finalement moins en tant que 10, même s'il remplace Modric de temps en temps. S'il est amené à être titulaire, il jouera latéral droit, quoi. Voilà pour l'équipe Bah, qu'on verra, ou en tout cas, Je me, il y a quand même pas je mal me de permets à joueurs. propos de Lovro Maillard, si je peux. Ouais. je vais poser une question aussi. C'est nouveau. C'est nouveau Pour de le Maillard. voir de jouer sur les côtés, Maillard, parce qu'à chaque fois, il a Alors, toujours joué ça soit en serait 6. uniquement avec l'équipe de Croatie. En D'accord, fait, parce comme qu'en club, il n'a pas sa place. Mais clairement, en club, il joue pas du tout à ce poste-là. bah ouais. Enfin, moi, à Wolfsburg, je le regarde pas, mais moi, je sais que quand il était à Rennes, en tout cas, c'était soit en 10, soit au milieu de terrain, Oui. mais le voir sur les côtés, c'est quelque chose de. Même, je vais même dire un peu surprenant, parce que je sais pas s'il a Bien forcément les sûr. qualités pour être un ailier moderne aujourd'hui, quoi. Donc, Ouais. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Maier est un peu mis là parce que c'est un super joueur quand même et qui peut faire des différences. Et comme il n'y a pas vraiment d'ailier droit en fait en sélection. Même pas Chalic, enfin pareil, l'Atalanta il joue pas à ce poste-là. Donc c'est même plus des joueurs de soutien, je dirais. Mais pour autant, sa capacité en fait de passe et technique font qu'il se retrouve à droite. Maintenant, quand il n'est pas titulaire, aujourd'hui, maintenant, il reprend souvent le poste de Modric quand il rentre en jeu. Mais quand il démarre un match, il sera plus sur un côté. Donc il y a ces deux possibilités-là, mais clairement, quand il a joué ces derniers temps un poste de 10, c'était plus convaincant aussi parce que ça convient plus lui à son profil, quoi. Surtout qu'on sait que Dalic, il a une petite particularité, c'est il commence avec un 11, mais il ne termine jamais les compétitions avec son 11. Et j'avais une petite question aussi, on n'a pas parlé de Vlasic. Sur le Oui. dernier match contre l'Égypte, il a joué plus bas et Modric a pris ce poste de numéro 10. Est-ce que tu penses que ça peut être une alternative lors de l'Euro, cette chose mise en place face à l'Égypte? Alors Vlasic, c'est un joueur que je pense que beaucoup de supporters apprécient, même qui est un beau joueur, de toute façon, capable de mettre de magnifiques frappes contre l'Égypte, vraiment d'impacter le jeu. Maintenant, qui a forcément un peu déçu parce qu'on s'attendait à beaucoup de ce joueur et au final, il est juste devenu un bon joueur. Et il avait perdu sa place en sélection quand il jouait plus avec le Torino. Et là, on le retrouve à nouveau et c'est une bonne chose. En fait, il bouge pas mal de poste. À un moment, il était même utilisé comme à l'époque où il jouait en Russie, il était retrouvé. Et à un moment, Dalic a dit je vais pas mettre de numéro 9 vu que j'arrive pas à en trouver, mais je vais mettre un second attaquant, quoi. Un milieu offensif attaquant. Et on retrouvait Vlasic à ce poste-là, mais ça n'avait pas fonctionné. Mais sinon, Vlasic, clairement, je pense pas qu'il rejouera milieu parce que comme maintenant il y a Maier, on pourrait aussi parler d'autres joueurs qui arrivent comme Baturina, des joueurs comme ça qui sont vraiment des purs 10. Et si Vlasic joue, ce sera plus sur un côté. Donc évidemment tout ça, voilà, on ne sait pas si Dalic va faire des gros changements. Après, ce ne sera pas le cas. Mais si Vlasic est amené à jouer, ce sera pareil en tant qu'ailier. La Croatie a quand même ce problème
d'être dangereuses offensivement. On sait que les ailes sont assez problématiques. L'aile et l'axe, c'est que Oui, des gros gabarits et c'est quand même assez problématique. J'ai l'impression qu'on mise beaucoup sur les coups de pied arrêtés, mais dans le jeu, comment des grands gabarits comme ça, par exemple, Pasalic, tu as parlé de mmh, Pasalic sur un côté, c'est pas du tout son poste de non. prédilection. C'est assez compliqué d'avoir que des grands gabarits devant. Tu trouves pas que c'est le fait, c'est comment être dangereux avec que des grands gabarits devant? Ouais, et puis le problème, en fait, ils ont pas de. En fait, parce que là, j'ai pas cité Perisic, parce que normalement, Perisic joue à gauche, il n'y a pas photo. Et Perisic, qui est toujours ultra important en équipe nationale, le problème, c'est que là, il vient de reprendre les matchs. Enfin, il sort d'une grosse blessure. Ce sera très difficile de l'imaginer au meilleur niveau. Maintenant, moi, ce qui est plus embêtant, c'est que c'est beaucoup de profils, en fait. Ce profil un peu de joueur technique, on le retrouve un peu à tous les postes. Et quand on met un Ivan Jec, qui est un Mayer sur les côtés, c'est pas des joueurs qui sont vraiment des latéraux de métier, quoi. Et ils se ressemblent plus à des milieux de terrain. Ce qui fait qu'en effet, on se trouve avec beaucoup trop de milieux de terrain. Et parfois, il y a pas mal de difficultés dans l'animation offensive parce que c'est beaucoup de joueurs qui sont placés dans l'axe en général. Et, euh, et finalement, je dirais c'est moins une question de gabarit que de, de caractéristiques de joueurs qui au final se complètent peut-être pas assez pour permettre de savoir exactement, parce que là je vous ai pas donné une compo type puisque c'est difficile à faire. C'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont un peu ce profil technique mais qui se complètent pas forcément et qui du coup pourrait être une des faiblesses. C'est que le problème, si ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu la surprise, quoi. Bah, du coup, merci. Si personne n'a des questions, on peut passer aux joueurs importants et un petit crack à présenter. On va rester sur la Croatie, on va de nouveau faire cet ordre-là. Même si tu nous les as déjà Oui, je cités, vais faire plus court, hein. De toute façon, on sait, on sait vous avez déjà qui sont les joueurs importants. ouais. Voilà, les joueurs importants, vous les connaissez. Là, les trois que j'ai cités, en tout cas pour moi, évidemment, Modric, le numéro un, c'est l'âme de l'équipe, c'est la Croatie, voilà, tout simplement. Gvardiol en deux, parce qu'il est extraordinaire, même quand il joue en sélection, il a fait une Coupe du Monde vraiment, vraiment excellente. Donc on compte absolument sur lui, capable aussi un joueur qui est très fort techniquement pour un défense central, capable de marquer des buts, enfin extrêmement précieux, et puis un gabarit vraiment un mastodonte, quoi. Et puis moi je mettrais Maillère en 3 parce que c'est un joueur qui me plaît aussi beaucoup et qui en sélection prend de plus en plus de place, et quand il le faisait jouer en milieu de terrain, on se rend compte que il pouvait justement peut-être faire son trou peu à peu en sélection pour l'après Modric, parce qu'il faut y penser. Donc je dirais que ça peut être justement Maillère. Peut-être que c'est dans cet euro qui peut prendre une dimension supplémentaire avec la Croatie. Euh, et puis peut-être citer les jeunes méconnus. Ivan Perisic, par exemple. Tant qu'à Ivan voilà, Perisic. comme Perisic et Modric. Alors pour le coup, je vais en citer deux parce qu'il y en a un qui est plus jeune, mais qui jouera sans doute pas, et un autre qui est un peu plus âgé, mais qui jouera sans doute plus. Le vrai crack, si on parle comme ça, en tout cas celui qui est aujourd'hui le plus attendu en Croatie, c'est Martin Baturina. La classique, hein. Numéro 10, technique, croate, Dynamo Zagreb, enfin vraiment, c'est un Maier, un Modric, un Kranjčar, c'est vraiment ce type de profil qu'on adore voir jouer. Donc il sera sans doute dans la liste, vu qu'elle est à 26, mais il y a peu de chances qu'il joue. Alors s'il joue, c'est vraiment des fins de match, quoi. Celui qui a plus de chances de jouer et qui a 23 ans, donc Baturina a 21 ans, c'est pas Mario Pasalic, c'est Marco Pasalic, qui joue à Rijeka, qui fait une très belle saison aussi, qui avait été pris dans l'équipe 2 de Dortmund, qui jouait pas, qui a été récupéré par Rijeka et là qui fait une très belle saison là-bas, qui pour le coup est un ailier, un vrai ailier, ailier gauche. Donc ça c'est un joueur qui rentrera un peu en tant que joker, et qui est capable vraiment qui est très très impactant, qui est capable de marquer dans pas mal de positions, qui tente beaucoup aussi, qui a une frappe très sèche, qui est un joueur assez puissant. Vous l'avez peut-être vu contre Lille, notamment, il avait été très bon en début de saison. Donc, ouais, je pense que c'est un joueur vraiment à suivre, Marco Pasalic, et qui, pour le coup, en tant que joker, devrait quitter la Croatie aussi cet été. Donc, s'il y en a un, peut-être à retenir pour vous la jouer un petit peu, si je ne me trompe pas, ce sera Marco Pasalic. Et pourquoi pas un petit transfert en Italie et on va passer Enfin, du pourquoi coup pas? à l'Italie.
Parce qu'on sait déjà que les footballeurs croates aiment beaucoup l'Italie, comme les Tout à fait. footballeurs albanais, hein, Mm. c'est un peu les voisins. On va passer à l'Italie, on a déjà parlé un peu des cadres, mais du coup, si tu devrais nous citer trois joueurs importants, et après on ira sur les cracks, et là on va se régaler un peu. Là, on peut se régaler en crack. On va faire un joueur par ligne pour les top joueurs. On va commencer derrière. Donnarumma, je pense, quand même. Moi, j'ai beaucoup vu de débats sur Vicario Donnarumma. Il y a un truc qui m'a surpris, si je suis allé voir l'âge de Vicario et de Donnarumma. Vicario est plus vieux que Donnarumma. Alors que Donnarumma, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'on le voit, alors que Vicario, ça fait 2 ans, même pas. Ça m'a surpris, mais ouais, Donnarumma, il est sûr. Oui, bon, au pied, dans le jeu de Luis Enrique à Paris, c'est pas le meilleur, ok. Mais sur sa ligne, c'est très fort. Il se sauve un nombre de fois incalculable le PSG cette saison. Pareil, en Italie, s'il fait pas de boulettes, il est exceptionnel. Il en fait plus beaucoup. Donc, pour moi, il va arriver en pleine bourre à l'Euro et ça peut vraiment être très fort. Au milieu, Barella. Il vient d'être champion d'Italie avec l'Inter. C'est juste exceptionnel. Ce joueur est juste très très fort. On regrette juste que Tonali soit pas là, parce que le duo Tonali-Barella aurait été très fort pour l'Italie. Et vraiment, on aurait pour moi un des meilleurs milieux d'Europe. Top 3 sûr. Et en pointe, on en a un peu parlé devant, en tout cas, Chiesa. Année importante pour lui. On en a parlé, hein, départ d'Allegri à la Juve vraisemblablement. Depuis son retour des croisés, il remonte petit à petit en puissance quand même. Il se remet à un très bon niveau. Donc là, c'est le moment de passer un cap. Il y aura un nouveau coach sur sa sélection, sur son club. Et il a ce rôle de leader offensif maintenant qui est sûr. Euh, J'aurais dit pareil que toi finalement, donc c'est top. voilà, on va les petits cracks. Moi, le premier, s'il y en avait un, c'est Retegui que je voulais noter. Parce que je trouve que son histoire est dingue quand même. Le gars, il joue en Argentine, personne ne le connaît. Et parce que son grand-père est italien, Mancini va le chercher. Alors que le gars, il joue au Tigre, un championnat argentin. Et d'un coup, il perf à mort en sélection pour ses premiers matchs. Ce qui attire les top clubs. Je sais qu'il y avait énormément l'Inter l'été dernier. Et finalement, il finit au Genoa où bah, c'est très bon ce qu'il fait. Et ça ne me surprendrait pas que, peut-être pas cet été pour pas brûler les étapes, mais l'année prochaine, ils prennent un top club qui cherche un attaquant. Donc vraiment, très bon joueur. Et sinon, un petit Scalvini en défense. À l'Atalanta, pareil, il y avait beaucoup de gros clubs sur lui. Je sais qu'il y a Manu qui était dessus, clairement, Scalvini, c'est pour moi le futur de la défense italienne. Je ne l'ai pas mis en titulaire sur cet euro, mais quand ça a commencé à un peu bouger, peut-être quand Bastoni commencera à vieillir, il rentrera très vite dans les débats parce qu'il va exploser. Et je crois, si je ne me trompe pas, l'année dernière, c'était déjà le meilleur jeune de Serie A. Il avait déjà été nommé meilleur jeune de Serie A. Donc clairement un top crack. Moi, par rapport à ce que tu dis en défense, moi, je retiendrai pas Scalvini et je sais que je vais encore en parler, mais moi, Calafiori, vraiment, c'est vraiment le crack cette année. Vraiment, pour lui, je pense il va gagner le trophée du meilleur jeune Ouais, italien de l'année. Il y a aussi une place à se faire au milieu de terrain parce que du coup, comme tu as dit, Tonali ne sera pas là. Tonali ne sera pas là. Locatelli réalise une saison moyenne. Locatelli, depuis son euro, est pas fort en général. Voilà. Fagioli ne sera pas là. Miretti qui est moins bon. Donc il y a cette place comme pour Rovella de la Lazio. C'est un petit jeune avec une liste élargie. Pourquoi pas avoir des petites surprises ou même Ricci de Torino qui Ouais, réalise une bonne saison. Samuel Ricci. Bah, moi, il y avait un joueur aussi, dont je sais quand on a parlé de l'offensif droit tout à l'heure, Zaniolo. S'il peut y jouer, et on l'a pas nommé, et pareil, ça peut être la surprise. Parce que finalement, Zaniolo, cette saison, c'est pas mauvais. Puis c'est croisé, il revient doucement, mais plutôt bien. Donc ça peut être des surprises. Et Calafiori, de toute façon, Calafiori, on va en parler cet été. Que ce soit Leverkusen ou la Juve, il va partir, c'est sûr. Zaniolo, c'est toujours assez compliqué Ouais, en Italie. C'est surtout par rapport à son comportement. Son ouais. comportement est assez discuté en Italie avec cette histoire en U21 quand il arrive en retard de l'entraînement avec Moise Kean et tout ça. On n'a pas parlé de Moise Kean en tant que numéro 9. Je préfère pas en parler hein, en tant que supporter de la Juve. Vous l'avez compris que on va pas le citer. Moi, j'avais aussi un autre nom. On a beaucoup parlé du milieu de terrain, le milieu type que tu as dit, Fratesi, Barella et Jorginho. Il y a Ouais. aussi Pellegrini, du coup Lorenzo Pellegrini de la Roma qui aura son mot à dire. Bah, du coup, merci beaucoup. On va passer à l'Albanie. Du coup, l'Albanie, on a déjà parlé des tauliers, des joueurs importants. Ben, on peut te demander, du coup, pour toi, qui sera ces trois joueurs importants. On sait que les trois joueurs importants ne jouent pas en club et ça reste
quand même problématique. Sur les 3 joueurs importants, je vais commencer directement en défense, avec Berat Djimchiti qui lui par contre joue en Oui, club, oui. voilà. Capitaine, belle rédemption pour lui, enfin belle rédemption, non pas rédemption, belle revanche pour lui parce qu'à l'Euro 2016, il était dans la liste élargie et il a été écarté, pour la liste finale, hein, pour les 23, pour la liste des 23 et il a été écarté avec 2 autres joueurs. Le fait qu'on ait eu ces 3 joueurs écartés, était déjà très discutable à l'époque. On avait eu Jim Chitty qui avait été écarté de la liste des 23 pour des raisons bizarres. Enfin, sportivement, il méritait sa place. Et on avait aussi eu Amir Ramani et Milot Rashica. Les deux étaient dans la liste élargie pour l'Albanie pour l'Euro 2016 et ont été écartés. Et, sportivement, surtout, on avait Rashica qui était en pleine explosion. Et c'était déjà, enfin, le fait de voir ces joueurs-là écartés, c'était complètement incompréhensible. Bon, Ramani et Rashica finalement ont opté pour le Kosovo dès que le Kosovo est devenu éligible aux compétitions internationales. Jim Chitty est resté. Et le fait de le voir rester, persévérer, devenir capitaine et maintenant être le capitaine de l'Albanie à l'Euro, c'est une sacrée revanche pour lui et on a de quoi être très 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 fier pour lui. Oui, on est vraiment très fiers de lui, là-dessus, il y a pas de problème. Et les 2 autres joueurs, je vais citer évidemment 2 jeunes, même s'il joue pas énormément en club. Christian Aslani parce qu'il a un très bon potentiel, parce que même à l'Inter, le peu qu'il joue, il réussit quand même à montrer quelque chose. Il réussit quand même à montrer qu'il a vraiment quelque chose en plus et je dirais Armando Broja en attaque parce que même si là, c'est compliqué depuis son retour des croisés, même si à Fulham il joue peu, heu, il y a un fait qui pour moi est quasi sûr, c'est qu'une fois de retour à Chelsea, à mon avis, il ne jouera pas. À mon avis, il ne jouera pas beaucoup à Chelsea, et peut-être que l'Euro pour lui sera l'occasion de s'illustrer pour l'après, enfin pour la suite de sa carrière, pour après, oui, pour la saison 2024-2025. Donc peut-être que pour lui, ce sera l'occasion de mettre les bouchées doubles, de s'illustrer à la fois pour la compétition en soi et à la fois surtout pour la suite de sa carrière. Donc je mettrais bien une petite pièce sur lui pour vraiment un retour en force pour l'Euro. Parce que même en sélection, bon, il y a certains matchs où il a tendance à vouloir être un petit peu individualiste et on a eu pas mal de petits articles, de petites rumeurs comme quoi Broja veut vraiment euh, presque imposer sa loi dans le sens où je suis la star, je suis à Chelsea, donc j'ai le droit un petit peu d'être un petit peu mis en avant. Et donc du coup, même avec Raya, je me rappelle que on avait quelques petits accrochages. Pourquoi je suis pas titulaire alors que voilà, je joue à Chelsea? Pourquoi on met un tel qui joue dans tel championnat? Mais bon, Broja, je mettrais bien une petite pièce sur vraiment un retour en force. J'y crois. Voilà, j'y crois. Pour moi, c'est l'occasion jamais de s'illustrer, vraiment pour le bien de sa carrière, tout simplement. Et après en jeune, j'en mettrais bien un qui est en sélection, qui arrive un temps en sélection. Bon, il est pas encore titulaire, mais il est là pour l'instant, il est en sélection. Ernest Mouchi, tout simplement, qui est passé du Legia Varsovie au Beşiktaş, cet hiver. Je crois que Monaco était sur lui également cet hiver aussi. Pépite made in Albanie, tout simplement. Formé dans le championnat d'Albanie, donc à Tirana, au KF Tirana, qui est, je pense, là, de très loin, la plus grosse pépite que le championnat ait sorti ces dernières années. Il est tout simplement, je le trouve tout simplement époustouflant. Et à Beşiktaş, pour l'instant, il réussit une très bonne demi-saison, hein, parce qu'il est arrivé quand même en janvier, et il réussit vraiment pour l'instant à faire de très bons débuts là-bas. Je le trouve très à l'aise balle au pied. Je sais que même au niveau des coups de pied arrêtés, en tout cas, moi je l'avais vu dans le championnat d'Albanie, en termes de coups de pied arrêtés, il est capable de faire quelque chose aussi. Donc pour l'Euro, je pense que ce sera juste pour être titulaire, mais par contre pour la suite, j'y crois vraiment. J'y crois vraiment dans le sens où il a quelque chose en plus, balle au pied, il peut faire rêver. Voilà. Et après, des petits cracks. Le problème des petits cracks, c'est que, ils optent pas pour l'Albanie, en fait, directement. Ils ont toujours le choix entre plusieurs sélections. Je pense à notamment à Arion Ibrahimovic qui lui, ça sera plus entre l'Allemagne et le Kosovo, mais l'Albanie peut quand même regarder, on sait jamais. Et pareil, toujours entre l'Allemagne et le Kosovo, avec l'Albanie qui peut regarder derrière. Je pense à Dian Ramay à l'Ajax Amsterdam, qui pareil est jeune et qui peut être une bonne solution pour l'après Berisha et Strakosha, parce que le truc, c'est que pour l'instant, on n'a personne après eux. Enfin, personne qui a l'étoffe d'un gardien titulaire pour les 10 prochaines années. Rama, il peut peut-être avoir ce rôle-là, mais est-ce qu'il voudra choisir l'Albanie? Ça, c'est pas sûr. Voilà. Il aura évidemment et logiquement l'Allemagne en objectif prioritaire.
Et après, bah, si l'Allemagne ça fonctionne pas, ben l'Albanie n'est pas toute seule en fait, puisqu'il y aura le Kosovo derrière qui pourra également être légitime à vouloir le sélectionner. Donc, quelle sélection il choisira, c'est à lui de voir. Mais bon, s'il arrive à performer et à avoir le niveau pour, je pense qu'il partira sur l'Allemagne. Mais il y a ce petit rêve un petit peu fou qui fait que on aimerait bien le voir aussi. Bah, du coup, on va noter le petit Mouchi du coup, sur Mmh. l'agenda des joueurs à suivre pour l'Euro. Merci beaucoup pour Hop. cette analyse. On va passer à l'Espagne, du coup, avec JB qui va nous parler du coup des points forts, plutôt des joueurs importants de l'Espagne. Et c'est à deux petits cracks à nous annoncer, même si on sait que ces joueurs espagnols, on les connaît un peu tous maintenant. Alors moi, je vais faire un peu comme Charles, je vais fonctionner par ligne. Je vais dire un joueur par ligne pour les 3 top joueurs entre guillemets de la Roja. Je vais commencer par la défense aussi. J'ai envie de dire Dani Carvajal. Bon, je suis pour le Real, je sais pas si je suis totalement neutre, mais bon, je pense que c'est vraiment un joueur qui est l'âme quand même de cette équipe espagnole. Pour ceux qui ont un petit peu suivi le Real cette année, il a fait vraiment une superbe année. C'est vraiment le de 2018. On a vraiment un gros Carvajal cette saison et ça fait vraiment plaisir de le voir, que ce soit défensivement ou offensivement. On sait que ces dernières saisons, il était bon un petit peu, enfin, qu'offensivement et défensivement, il y avait beaucoup de lacunes, beaucoup de fautes stupides, beaucoup de mauvais placements, etc. Donc, Dani Carvajal revient très bien et je pense qu'il peut vraiment être utile à cette équipe d'Espagne. Au milieu de terrain, j'ai envie de dire Rodri, ça paraît évident, mais bon, c'est peut-être le meilleur milieu du monde depuis quelques saisons, depuis une ou deux saisons. En tout cas, ce poste de numéro 6, c'est sûr, c'est le meilleur. Et ce qu'il fait à Manchester City, bah, c'est vraiment du très, très, très haut niveau, que ce soit à la relance, défensivement, dans le placement. On a vraiment un joueur qui est extrêmement intelligent et qui est vraiment capable de combler beaucoup de trous sur le plan défensif. Et puis sur le secteur offensif, j'ai envie de dire Lamine Yamal. Évidemment, on en a parlé un petit peu en intro, c'est vraiment la révélation cette saison côté Barça et pour l'Espagne. On a vu qu'il a joué un petit peu avec l'Espagne directement, il a marqué directement, il a été bon. On a pu le voir contre le Brésil. On est vraiment sur un joueur qui est extrêmement intéressant et qui est très très pertinent déjà pour cette équipe d'Espagne. À son âge, c'est vraiment surprenant. Donc voilà pour entre guillemets les trois joueurs qui feront beaucoup de bien, je pense, à cette équipe d'Espagne. Pour la petite surprise, bon, je pourrais dire Pau Cubarsí, je pourrais dire Lamine Yamal, c'est trop facile. Parce que vous les connaissez déjà, vous regardez la Ligue des Champions. Je vais essayer un petit peu de surprendre. Bon, je sais pas s'il va être pris, honnêtement, parce que forcément, bah, c'est pas un joueur qui joue beaucoup ces derniers temps. Alors, pour ceux qui ont suivi le début de saison avec Grenade, on avait vu un jeune joueur qui avait fait beaucoup de mal au Barça d'ailleurs, c'était Brian Saragossa, pour ceux qui s'en souviennent. Il a mis un double au Barça. Il a signé au Bayern Munich, il joue assez peu, c'est sûr. Mais on est vraiment sur un joueur qui est un très très bon joueur de football, qui a un potentiel qui, je trouve, est vraiment intéressant pour ceux qui ont l'occasion de le voir un petit peu à Grenade. Donc, je pense que c'est un ailier qui peut à terme s'imposer comme un joueur titulaire en équipe d'Espagne, malgré le fait qu'il y ait Nico Williams, malgré le fait qu'il y ait Lamine Yamal, malgré les joueurs un peu plus vieillissants comme Ferran Torres ou Mikel Oyarzabal. On est vraiment sur un prototype de joueur qui est très intéressant, qui a une très bonne finition. C'est important de le dire parce qu'on sait que souvent les jeunes ailiers, c'est un petit peu ce qui pêche dans leur palette technique, c'est un petit peu la finition, et on est vraiment sur un joueur qui a une bonne finition. Donc peut-être, alors je sais pas s'il va être pris, honnêtement, c'est un petit peu compliqué de le voir sélectionné, mais s'il venait à être pris, c'est de vous surprendre, du coup, avec un joueur que vous attendez pas. Je dirais Brian Saragossa. Voilà. Bah, avec une liste élargie, on aura potentiellement des petites surprises. Moi, je me suis noté, pourquoi pas, Alex Baena de Villarreal, qui réalise une bonne Oui. saison. Et il y a toujours ces petits joueurs du Barça, du Real, qui ont leur mot à dire, même de l'Atlético. Avec une liste élargie, ça serait même pas très choquant de voir Firmin, par exemple, Faire des clubs, Riquelme, ouais, clairement. ou bien Bah, même Barrios, du coup. ouais, bah, le problème, c'est que ça va être c'est des joueurs qui sont dans des top clubs. Et que du coup, en fait, j'ai essayé de voulu vous surprendre avec ce jeu, avec Ah, tu nous as Brian surpris, Saragossa. tu nous as surpris. Bah ouais, parce que je me suis dit que bon, si je dis à Lamine Yamal, vous avez tous regardé la Ligue des Champions cette semaine, Pau Cubarsí, c'est pareil. Les joueurs de l'Atlético, bah Barrios, t'as parlé de Riquelme, Rodrigo, c'est des joueurs qui sont, enfin Rodrigo Riquelme, pardon, excuse-moi, j'ai fait un petit lapsus. C'est des joueurs qui sont vraiment très bons, très techniques. Bah, pour ceux qui suivent la Liga, vous les connaissez, c'est des joueurs qui ont beaucoup de ballons, un petit peu à la manière du football espagnol. On sait que le football espagnol est réputé comme un football très technique dans les petits espaces, où il faut être technique dans le jeu sur ballon, où il faut avoir une vision de jeu assez intéressante. C'est vraiment ce type de joueur-là. Tu as parlé d'Alex Baena aussi, ça j'aurais pu en parler, tu as raison, qui fait vraiment une saison ultra intéressante avec Villarreal et qui a posé justement beaucoup de problèmes au Real Madrid justement sur les matchs allés, pour ceux qui avaient eu l'occasion de regarder ce match-là. Non mais l'Espagne a un vivier de joueurs qui est vraiment intéressant. Le souci un petit peu, j'ai envie de dire, avec ce nombre de joueurs-là, c'est que c'est toujours au même poste.
et que du coup, Ouais. les postes où on a des défaillances, c'est-à-dire le poste de numéro 9, heu, on a rarement des pépites qui viennent justement s'émerger là-dedans et c'est un petit peu dommage parce que forcément, si tu avais un top, top gardien, parce qu'on a Simon est un bon gardien, mais je pense qu'on n'est pas encore au niveau du top, top gardien. On a pu le voir sur les compétitions internationales, on a eu des erreurs un petit peu stupides de la part d'Unai Simon. Pour ceux qui se souviennent au dernier Euro, il avait fait des trucs un petit peu, Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva s'en rappellent encore. Honnêtement, c'est vrai que l'Espagne a vraiment un gros, gros réservoir de talent, que ce soit pour le poste de milieu de terrain, pour les postes d'ailier. Mais il y a d'autres. Enfin, d'ailleurs, j'ai un truc dont j'ai pas parlé trop dans cette vidéo, j'aurais peut-être dû en parler, c'est que l'Espagne a vraiment, en tout cas, un bon vivier de latéraux. J'ai parlé un petit peu de Carvaral, j'ai parlé un petit peu de Pedro Porro aussi au début, mais il y a un joueur qui fait une saison qui est juste monumentale, qui joue au Bayer Leverkusen, c'est c'est Alejandro Grimaldo. Et Grimaldo, je pense qu'il va beaucoup, beaucoup apporter, surtout sur le secteur offensif. J'ai dit qu'on avait beaucoup de lacunes sur ce secteur-là. Je pense que par ses centres, on sait qu'il tire extrêmement bien les coups de pied arrêtés, on sait qu'il n'hésite pas à se projeter. Hem, Là, l'Espagne vraiment pourra, entre guillemets, avoir 2 solutions de plus, peut-être offensivement pour venir déranger, justement, les Croates, les Italiens, les Albanais. Donc non, vraiment, on a peut-être un peu plus de solutions au poste de latéral. Ça, c'est vraiment intéressant et puis de se dire aussi que on a une équipe qui est quand même en reconstruction depuis quelques années. On sait qu'on a un nouveau cycle, on sait qu'on a perdu les Ramos, les Piqué, et cetera. Donc vraiment, je pense qu'on a quand même une équipe qui peut, tenir la route. Tu nous parlais des latéraux et au pire, on fait comme ce qu'ils font depuis quelques années. Bah, il y a Marcos Llorente qui peut jouer soit milieu, soit ailier ou latéral. Ça Voilà, reste toujours des solutions. C'est un peu ce qui fait Sergi Roberto avec le Barça. Donc, aussi, ouais. ça peut être une super solution. Et du coup, merci de nous avoir surpris avec Saragossa, qui sera sûrement le joueur à suivre côté Bayern l'année J'ai essayé, prochaine, et surtout avec les j'ai blessures essayé. de Coman à répétition. On sent que tu es Ouais, c'est fier de possible. nous avoir proposé ce joueur-là. Bah, c'est pas de la fierté, mais je me suis dit: «Bon, si je dis Lamine Yamal, il y a assez peu d'intérêt finalement», parce que bon, vous avez enfin, pour ceux qui suivent un petit peu le Barça, vous allez vite le connaître, pas pareil pour Pau Cubarsí et je me suis dit: «Bon, allez, on va petite surprise, bon, ouais, on va essayer, on va essayer». En espérant que De La Fuente t'a écouté, on va passer à l'avant-dernière Ouais, partie j'espère, avant hein, de sinon faire le je quiz. parais pour un débile sinon, là. Avant de passer au côté fun du quiz, on va faire juste un classement général en espérant que les analyses de chaque intervenant vous ont plu et vous ont aidé dans votre choix final. Du coup, on va commencer par toi, JB, ton classement final de ce groupe. Alors, moi je suis désolé Mathéo, je suis désolé Charles, je pense que l'Italie va encore avoir pas mal de mal, sur cet Euro parce que, j'ai l'impression que devant c'est assez léger et bah, vous l'avez dit, le seul espoir un petit peu c'est Federico Chiesa et Chiesa j'ai pas l'impression honnêtement qu'il va nous faire un grand Euro comme, ce qu'il a pu faire en 2021. C'est mon avis honnêtement, c'est voilà, mais j'ai envie de voir une surprise avec l'Italie 4e, l'Albanie 3e, la Croatie deuxième et l'Espagne première. Voilà. Je pense qu'on a alors je tente quelque chose, mais en fait, j'ai du mal à voir cette Italie, compétitrice. Je me trompe peut-être, honnêtement, je dis peut-être une grande bêtise, mais je pense que l'Italie aura beaucoup de mal justement contre l'Espagne ou contre la Croatie et après justement sur un match un peu piège, alors je sais pas quand l'Italie joue l'Albanie, je sais pas quand les 2 équipes se croisent, c'est plus, C'est le premier début de match. poule ou fin de poule? C'est le tout Premier premier match, match, je crois, ouais, juin. je voulais Oui, vérifier, ouais, c'est premier match. Croatie-Espagne direct. Ah, peut-être que ça bon. Alors je mets quand même l'Italie 3e alors. Je mets l'Italie 3e et je mets l'Albanie 4e. Parce que je pense que quand même sur un dernier match où l'Italie aurait peu de choses à jouer, je pense que l'Albanie aurait pu faire la surprise. Mais du coup non, je Je vois pense que Albanie l'Italie 4, sera Italie bien emmerdée 3. par l'Albanie, hein. Je ne sais pas pourquoi. Je Ouais, pense que pareil. premier match, vraiment en plus premier match et tout, à froid, Ah mais l'Italie Ouais. ouais, sera bien emmerdée sur cette, avec en plus Surtout que le trauma c'est de les la voyages. Macédoine du Nord et tout. C'est ça, hein. Hmm, Après la Macédoine, ça t'a un peu exactement. réparé en qualif, mais ouais, quand même, oui. Et Mais comme je par pense contre, qu'il ouais, y a je une tiens à vraie variable préciser, psychologique dans l'équipe d'Italie, parce que je fais un classement un peu comme ça, voilà, mais je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de matchs nuls dans le groupe. Je pense qu'on aura vraiment beaucoup de matchs nuls. Je le dis, ça va Et être un groupe vraiment très serré. ce qu'il Genre, faut pas oublier, c'est qu'il y a ce truc de troisième qui peut passer. Donc, ouais. c'est aussi important à prendre en compte. Ouais. Bah, honnêtement, je pense que vraiment, c'est des équipes qui ont un peu, enfin, l'Espagne et l'Italie, on sait qu'ils ont l'habitude de se jouer, donc ils se connaissent très très bien, les Espagnols et les Italiens. Pareil pour l'Espagne et la Croatie. Donc vraiment, on a des équipes qui se connaissent très bien pour la plupart. Honnêtement, je vois beaucoup de matchs nuls sur ce groupe-là.
Bah, du coup, il y a Aldo qui peut répondre à cette quatrième place de l'Albanie. Est-ce que tu vois une petite surprise albanaise J'aimerais ou... voir une petite surprise. J'aimerais voir une petite surprise, mais par contre, qui est-ce que je mettrais qui est-ce que je pourrais mettre quatrième? L'Espagne, absolument pas. Je pense que l'Espagne finira premier du groupe. Parce que, en fait, il y a un truc dont je me rends compte, c'est que j'ai l'impression que sur les 4 équipes, il y en a aucune qui est vraiment prête à 100%. J'ai l'impression qu'il y a des lacunes, j'ai l'impression qu'il y a des lacunes sur toutes les équipes. Voilà, ça manque de profondeur sur certains postes, ça manque de rythme pour certains joueurs majeurs. Pour d'autres, on va assurer en défense, mais en attaque, c'est pas ça. Donc, j'ai l'impression que, en tout cas, pour les 3 équipes, Croatie, Italie, Espagne, ça va être très équilibré. Ça va vraiment jouer sur peu de détails. Je pense que sur le papier, on part vraiment loin derrière parce qu'on n'a pas on n'a pas le même calibre, on n'a pas le même effectif que les 3 autres équipes. On parle quand même d'équipes qui ont fini championnes du monde ou finalistes de Coupe du Monde dans les dernières années, même si, voilà, ou même vainqueur du dernier Euro pour l'Italie. Donc, on part pas du tout avec les mêmes objectifs et du coup, du coup, pas du tout avec les mêmes pressions, hein. Nous, on sait que c'est notre deuxième participation à ce type de compétition. On va pas attendre de nous qu'on aille jusqu'en finale. Clairement pas. Donc, il y a peut-être une sorte de pression un petit peu en moins. Et pour les joueurs, ça va plus être l'occasion de s'illustrer peut-être pour la suite de leur carrière que pour autre chose. Donc, peut-être qu'ils voudront mettre les bouchées doubles là-dessus. J'aimerais bien nous voir faire une surprise. Et alors, pour avoir joué l'Italie et l'Espagne récemment, je crois que l'Espagne, on les a joués en amical il y a 2 ans, et l'Italie peut-être pareil, en amical aussi il y a 1 an et demi. C'est des matchs qu'on a perdu, je crois, 2-1, les deux qu'on a perdu 2-1. Donc évidemment, oui, c'était des amicaux, donc les adversaires ne jouaient pas à fond. Mais le fait qu'on soit à l'Euro, c'est peut-être aussi l'occasion pour nos joueurs de vouloir s'illustrer, de faire quelque chose. Donc, je pense que peut-être que l'Italie, c'est possible de les accrocher. Peut-être que l'Espagne, éventuellement, ce serait possible de les accrocher également. On sait jamais, je l'espère. Par contre, la Croatie, aucune idée. Voilà, je sais pas en fait comment les deux équipes pourraient se neutraliser, enfin pourraient s'affronter parce qu'il n'y a pas eu il y a pas eu Non, d'Albanie-Croatie avec nos joueurs, hein. Je sais pas quand remonte le dernier Albanie-Croatie. En tout cas, je pense que ça doit remonter à bien longtemps. je Donc, viens de me souvenir, ouais. et j'ai aucun souvenir de ça aussi. Je sais même pas si les deux se sont déjà affrontés, pour être honnête. Alors oui, il y a eu des Croatie-Kosovo, des Croatie-Serbie, Slovénie, mais Albanie, Albanie, non, je crois pas, hein. Franchement, je crois pas. Donc, en vrai, je dirais pour le groupe, je pense que l'Espagne finira premier, la Croatie deuxième. J'ai pas envie de nous mettre quatrième parce que j'ai pas envie de nous annoncer perdants. Donc, j'ai envie de croire à une surprise et de nous voir troisième. Voilà. Franchement, je suis en train de raconter peut-être n'importe quoi, hein. Je sais on va prendre pour un fou peut-être, mais allez, soyons fous. J'ai envie de nous voir faire une surprise. de toute façon, C'est le ton jeu des avis? pronostics, c'est toujours fait pour être déjoué, donc Ah ben c'est C'est ça. sûr. C'est ça. Et puis de c'est toute façon, si c'est heureusement. pour annoncer perdant, si c'est pour être annoncé perdant, si c'est pour dire qu'on va perdre, autant rester à la maison et pas venir, hein. C'est vrai. C'est vrai, et des fois le cœur il peut Ah voilà. même parler dans ça. Mais du coup, Charles, c'est à toi de défendre notre Italie. Du coup, tu nous vois aussi Moi, je suis pas Mathéo, il le dit positif. mal, là. Mathéo, il l'a mauvaise, là. Il a du mal à le. Non, mais moi, le problème, c'est que je suis pas du tout positif sur cette Italie. Je pense que l'Albanie, ça va être un match qui va être horrible. On va suer pendant 90 minutes. Ils vont faire un caca culotte monumental parce que là, tous les médias italiens, ils vont leur foutre une pression avant match. Parce que tu vois un peu ce qui s'est passé avec l'Ukraine où les gars, tu sentais, ils avaient la peur. Ça va être la même chose. Où il y aura cette peur de faut pas faire n'importe quoi. Ça devrait passer quand même sur un coup, un peu un vol de Chiesa ou je ne sais quoi, un ballon qui. Un truc à l'italienne, un petit piège, quoi. D'ailleurs, je sais plus, on joue la Croatie ou l'Espagne. Je sais plus, c'est ce que je cherchais, c'était l'ordre des matchs. Croatie-Albanie en deuxième et contre l'Italie en troisième. Ok, donc on joue l'Espagne après. Pour moi, l'Espagne, ça va être pareil, le match où il y aura 40 occasions, mais aucune finition. Parce que je pense que ça va être un duel de vendangeurs entre Morata et Scamacca. Donc, face à le nul, et écoute, la Croatie, tu vas soit jouer la deuxième, soit jouer la troisième, et espérer passer au meilleur troisième. Mais pareil, ça va être 3 matchs qui vont être stressants, où on va sentir qu'ils vont stresser, qu'il y aura tout le temps une pression des médias avant chaque match, même à chaque entraînement, et que va falloir passer cette poule pour se libérer et derrière peut-être faire un parcours. Mais clairement, je suis pas du tout confiant. Là J'ai où je très te très peur de rejoins, la réaction. si je peux intervenir, là où je te Hum. rejoins, c'est que par contre, j'ai dit que l'Italie, j'avais du mal à les voir aller loin.
Je pense que si l'Italie passe les poules, l'Italie peut être très dangereuse et très dure à sortir. Par contre, c'est l'inverse. Je pense que ça peut être un peu dans le même style que l'Euro 2020, où justement on avait assez peu de certitude finalement au début de la compétition avec l'Italie. Mais finalement, tu sais très bien que c'est une équipe, s'ils arrivent à passer les poules et à passer sur la phase d'élimination directe, c'est une équipe qui est quand même très embêtante à sortir parce que ça défend très très bien, vous direz pas le contraire. Et même si offensivement c'est compliqué, bah ça reste du football sur une occasion, tu peux marquer. Et Et même, ouais, c'est ça. Et donc surtout moi je que pense vraiment que cette Italie, si elle parvient à sortir des poules, elle peut être très dangereuse. Surtout pour cet Euro du coup 2020 que tu as cité, au final, on a vu que l'Italie a proposé l'un des plus beaux jeux de l'Euro 2020 du coup au final, parce qu'ils ont Ouais. proposé du jeu face à la Belgique, ils en ont proposé face à l'Espagne, même si l'Espagne, ça reste quand même L'Autriche les aussi. maîtres en termes de jeu, mais L'Autriche, j'avais ça bien s'est aimé, hein. vu. Je sais pas si tu te souviens, l'Autriche, Mathéo. Ouais. Ouais, il y a eu l'Autriche. C'était assez compliqué, mais comme dit, ces joueurs qui doivent sortir des gros matchs, les ont sortis. Spinazzola a été totalement C'était monstrueux, Spinazzola. stratosphérique. Chiesa a fait son match, a marqué, a qualifié l'Italie. Donc au final, c'est comme tu as dit, c'est aussi des fois cette question de tu sors de la poule, ben, c'est déjà une pression en moins, tu es déjà en phase finale, et sur une phase finale, c'est un match, c'est pas la Ligue des Champions, c'est pas un aller-retour. Donc sur un match, des nations comme ça peuvent être dangereuses. La Croatie sera aussi dangereuse. Du coup, toi, Cédric, c'est quoi ton classement? C'est très difficile. Traditionnellement, les Croates sont pas très bons dans les euros. Et quoi qu'il en soit, quelles que soient les compètes, j'aurais jamais vu les Croates aller dans le dernier carré, que ce soit en 2018. Enfin, quand on arrive dans la compétition, il y a toujours beaucoup d'incertitudes avec la Croatie, quand même, beaucoup de sélections. Bon, je veux pas trop mouiller. Je pense que l'Espagne, en effet, sera première. Je les vois pas trop défaillir. Je pense qu'il y a un peu plus de certitude dans le jeu. Il y a quelque chose qui me semble plus serein là-dedans. Ensuite, bon, je mettrais la Croatie deuxième quand même, hein, parce que ce serait une position plus intéressante que la troisième qui serait un peu risquée. Bon, troisième Italie, quatrième Albanie, mais vraiment, vraiment, je pense que c'est assez homogène et c'est difficile de savoir dans quel état d'esprit vont être ces équipes-là, je trouve, à l'Euro. Mais l'Albanie a le plus à gagner, a le moins à perdre, et c'est peut-être là où elle a son coup à jouer, contrairement. Et la Croatie, de toute façon, l'objectif est comme ça à chaque compétition, même Dalic l'a redit. Nous, notre objectif, c'est de passer le premier tour et après on verra. Ils avaient dit pareil en 2018, pareil. Enfin, et c'est toujours ça avec l'équipe de Croatie. C'est on passe les premiers tours et après on fait notre mieux pour aller le plus loin possible. Donc, euh, on va se dire que ce premier tour peut être passé et puis après on verra. Et du coup, pour Tiens, conclure bah, ces classements, ah, tu voulais dire quelque chose, JB? oh, bah, j'allais te demander, toi, ton classement, tu ferais quoi, toi? Ouais, Moi, quand même, c'était à ton chaque classement. vidéo, je termine avec mon classement. Ah, Du bah, coup, nickel. ben, à vrai dire, ça peut paraître fou, mais je trouve que l'Espagne et l'Italie ont le même problème au final. Ils sont en Oui, manque de numéro 9. La défense n'est pas une sûreté. Ils ont des bons latéraux. Ça, on ne peut pas se le cacher. Le milieu de terrain est de qualité en Italie. On va pas, comme ça, on ne va pas se le cacher. En Espagne est aussi de qualité, mais il y a cette interrogation. Il n'y a pas Gavi. Donc, qui mettre? Est-ce qu'on va mettre Olmo, qui est plus créatif, qui met plus de punch dans une équipe? Est-ce qu'on va rester sur du Merino, qui est plus sur du contrôle. voilà, qui est dans le contrôle? Au final, il y a cette question. De La Fuente, au final, son jeu est assez ennuyant, comme tu as dit. Peu de personnes arrivent à faire des différences. En Italie, c'est pareil. Le jeu est assez stérile, assez ennuyant. Donc, peu de personnes peuvent faire de différence. Tu nous parlais de ce qui était assez surprenant, c'est en tant que joueur important, tu nous parles de Yamal qui n'a même pas encore 18 ans et qui est déjà Bah ce ouais. joueur important. C'est ça qui est fou. Et en Italie, du coup, notre joueur important, ça serait Chiesa qui a 26 ans. Donc en soi, le problème est assez pareil. On attend beaucoup de joueurs en soi, un qui est très jeune et l'autre qui en manque de confiance. Du coup, les problèmes sont un peu, je trouve, c'est assez Similaire, ouais. homogène les équipes. Puis, Ils ont enfin, tous les deux les mêmes je pense qu'on problèmes. sera d'accord. Mais enfin, que ce soit l'Italie ou l'Espagne, il y a un manque de créativité qui est vraiment important. Enfin, de Ouais. créativité. De créativité devant le but, je précise. Dans les 20 derniers mètres, dans la surface adverse, on a un problème de création qui est vraiment immense. Enfin, j'ai l'impression que l'Espagne peut passer une demi-heure dans la surface sans marquer. C'est, Ça, c'est un peu traditionnel aussi de l'équipe d'Espagne depuis toujours, mais là, c'est plus problématique en effet Là, c'est plus prononcé quand même. C'est quand même plus parce qu'il C'est y prononcé. a aussi
peut-être C'est moins de assez joueurs comme ça problématique qui peuvent faire la il y différence. a, parce qu'il y a ce fait de vouloir rentrer dans le but finalement, rentrer dans le Avec le but. ballon, On n'a plus ces frappes de loin qu'on avait avec Pirlo, que ce soit même avec Marquisio lors de l'Euro. En Espagne, on avait toujours Iniesta qui te balançait une bonne frappe ou Xabi Alonso. c'est la Et même chose, bah oui. Ouais, voilà. c'est toujours ces problèmes-là. Et du coup, moi, ce que je vais faire, c'est peut-être mon cœur qui va parler, mais je vais mettre l'Italie parce qu'en soi, tu joues Normal, ton euro. Tu joues ton euro. C'est, comment dire, c'est ton euro. Du coup, c'est toi qui dois prouver. Tu n'étais pas là à la Coupe du Monde. Certes, tu auras de la pression, mais cette pression-là, au bout d'un moment, dans des compétitions comme ça, tu dois la manger, tu dois la tuer et tu dois batailler. Ça va être hyper serré. Comme il a dit JB, il y aura beaucoup de matchs nuls. Donc, dans cette poule-là, moi, je vois déjà le troisième passer. Déjà, ça, c'est un truc. Ouais. Du coup, en troisième, moi, c'est assez surprenant. Désolé Cédric, mais moi je vois plus l'Albanie. L'Albanie qui comme Aldo a dit, ils n'ont rien à perdre. Ils vont sans pression. Ils vont aller à l'Euro, se la jouer. La Croatie, ça reste quand même une nation qu'il faudra faire attention, qui met toujours des bâtons dans les roues. Et c'est quand même en phase, en pente descendante avec toute cette génération qui part. Moi, j'ai aussi cette problématique sur Brozovic. Tu nous l'as évoqué. Brozovic, c'est vraiment, vraiment une interrogation. Il joue en Arabie Saoudite, mais comme dit l'Arabie Saoudite, c'est le même problème que le Portugal a avec CR7 au final. Hein. C'est comment faire confiance à des joueurs qui ne jouent pas. Le problème de Laporte avec l'Espagne, ces joueurs ne sont plus dans des grands championnats, mais comment faire confiance? J'en ai parlé aussi avec la Suisse, du coup, avec l'intervenant suisse. Shaqiri est allé en MLS. Comment faire confiance à des joueurs comme ça au final? Ils n'ont plus ce rythme de jeu. C'est différent quand on parle de Lionel Messi avec l'Argentine. Messi, ça reste le créateur, il est toujours important dans toutes les équipes. Mais là, il y a beaucoup de cette interrogation-là. Du coup, je mettrai quand même la Croatie quatrième et je te verrai, Aldo, passer les poules et jouer les huitièmes. Ok. Juste, moi, on parlait d'une poule très serrée où il y aura beaucoup de matchs nuls. Moi, je pense qu'il y a une éventualité où il y a 3 équipes qui finissent à 4 points. Genre le premier à 4 points, le deuxième 4 points, le troisième 4 points. Ce serait à peine surprenant. Honnêtement, moi, quand je dis jouer une poule serrée, c'est vraiment je vois une poule où jusqu'à 5 minutes de la fin des deux matchs, on soit encore en mode qui va se qualifier, les 4 peuvent se qualifier. Vraiment, je pense qu'on va vraiment être sur une poule très, très, très homogène. Surtout que sur le dernier euro, du coup, la moyenne est qu'avec 3 points, on passe généralement. C'est depuis le dernier euro, normalement, avec 3 points, on passe. Là, tu nous annonces 4 points. Normalement, quatre points, c'est les 3 premiers, ils passent logiquement. Ouais, ouais. C'est très rare. C'est soit une victoire et un nul, ou il y en a, ils font des fois 3 matchs nuls et ça passe. Là, généralement, avec une victoire plus un match nul, ça passe. Ça devrait passer. Ah oui, oui, Et clairement. Moi, je suis de cet avis. Oui, mais je pense que le troisième passe, hein, c'est quasiment sûr. Parce que au vu du niveau, il y aura forcément il y aura un nombre de matchs nuls. Et pour moi, l'Espagne est surpassée. Mais Croatie, Italie, Albanie, enfin, si l'Italie met un score à l'Albanie, premier match à 1-3-4-0, où on les sent, sur un coup, où il y a un penalty qui est offert et 2 tapis dans ce match-là, ça peut libérer un truc mentalement. Parce que je pense que Chamacha, on vous disait, oui, l'attaque, ça reste un joueur qui a quand même qui est très bon devant le but. Maintenant, si les premiers matchs, tu fais un 1-0 poussif à la 89e, pour moi, c'est troisième place, ça passera pas le reste. Ah, mais on Après, aura tout de suite une réponse au premier match, hein, Ouais. ça, c'est sûr. ouais, Le premier match est toujours c'est l'élément révélateur de l'euro, quoi. c'est ce que j'allais dire. Faut rappeler que c'est un format qui est extrêmement court et quand tu rates un match, ça peut coûter très vite très cher. Ouais. Surtout le premier match, le match d'ouverture, faut pas se rater. Si tu perds ton match d'ouverture, c'est-à-dire L'Argentine qu'en gagne face, la Coupe du Monde en perdant contre l'Arabie C'est Saoudite. vrai, c'est vrai. L'Espagne C'est perd vrai. contre la la Suisse, Suisse, je crois. la Suisse 1-0 en 2010, ouais. Non mais Donc, c'est vrai que c'est un format qui, enfin, en fait sur le papier, tu te dis que si tu perds un match, c'est vite compliqué. Et je pense que dans ce groupe-là, ça va être typiquement ce cas-là. Parce que tu as parlé de l'Argentine et de l'Espagne. oui, Ils n'avaient pas une poule très très relevée. oui, c'était pas les Là, mêmes. la poule est très très relevée. Parce que là, ça veut dire que si tu perds un match, déjà tu as 0 points, mais que ton adversaire a 3 points. C'est-à-dire qu'il faut le rattraper et c'est vraiment très vite coûteux. Du coup, merci beaucoup pour ces analyses. Je ne sais pas si vous avez encore des questions entre vous, mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment cool. On va passer à la dernière étape, le côté fun, en espérant que vous Ah, avez révisé. J'ai des feuilles, du coup, ça va être un tirage au sort sur quel euro on va tomber, du coup, pour le bon déroulement de ce quiz. Ça sera au lever de main, du coup. Premier qui lève la main, je lui donne, du coup, la parole. Il donne sa réponse. Par exemple, je prends l'exemple de Cédric. Il a faux. Du coup, Cédric ne peut plus parler jusqu'à ce que les trois autres ont répondu. Et voilà, Ok. pour le bon déroulement. Et c'est toujours
C'est les 6 derniers euros qui peuvent être choisis et c'est toujours des questions en rapport du coup avec l'euro. Je vais le piocher. Du coup, J'ai pas intéressant. révisé. Voilà. Euro 2004. Oh la vache. Je t'ai pas né. Allez. L'Euro 2004, on sent que Cédric est assez confiant. Bah écoutez, vu l'âge moyen de la bande, ça me donne déjà un petit avantage. J'étais Je pas né. pense. J'étais pas Ouais, né. pareil. Voilà. J'étais trop jeune. J'allais naître. 2 ans j'avais, donc ça va. Et la Croatie s'était fait remarquer, pas forcément positivement, mais un match assez mémorable contre l'équipe de France. Et du coup, on peut commencer. Et je vais commencer avec la première question. Qui est le sélectionneur du Portugal finaliste à l'Euro 2004? Cédric? Alors, je passe Carlos Queiroz, peut-être? Non, c'est faux. Ah, l'ancien qui a faux. Ouais. Aldo? C'était pas Scolari? Ça fait 1 point pour l'Albanie qui passe devant tout le monde dans ce groupe. 1 point pour Bien l'Albanie. joué. Honnêtement, je l'avais pas. Ouais, pareil. Ça va parler de l'Italie du coup. Qui est l'unique joueur italien représenté dans le 11 type de la compétition? Donc, attends, sachant que l'Italie, je me souviens un peu du parcours parce que il y a le match contre la Suède d'ailleurs, un match un peu dingue. Ils sont sortis par la Suède. Ouais. Ils sont éliminés en quart, non? Ils sont pas Je éliminés. crois, Ils sont éliminés dans en mes quart, là. souvenirs, ouais, je crois. Moi, je vais tenter, mais je suis pas sûr. Mais peut-être Zambrotta. Peut-être en latéral droit, mais je suis pas sûr. C'est exactement ça. Ouais. Gianluca Zambrotta. Le point pour les semaines. Je ne sais pas comment tu allais le chercher celui-là, mais franchement, En bravo. fait, je me suis dit offensivement, enfin, le meilleur joueur de la compétition, je m'en souviens, il est attaquant, donc je me suis dit ça peut pas être un offensif. Et je me suis dit un défensif d'Italie, je me suis dit bon allez, Zambrotta. Honnêtement, c'est un peu un coup de chance, mais franchement, ça va bien. Il a joué aussi au Barça, hein. Il ne faut pas oublier qu'il a joué au Ouais, Barça. il a joué au Barça, ouais. Il a joué au Barça. C'est pour ça que je m'en suis souvenu. Honnêtement, c'est pour ça que je m'en suis souvenu. Troisième question, la Croatie toujours à 0 point avec l'Italie. Et on va passer à une question qui va parler du GOAT. Quel âge avait Cristiano Ronaldo lorsqu'il a disputé l'Euro 2004? Je sais pas j'étais en train de dire, je sais pas qui a levé d'abord la main. J'ai commencé. Ah, c'est Moi, toi. je suis Alors. pas sûr de l'info, hein. Je demande la VAR. Hein. Honnêtement, je suis pas sûr de l'info. 19 ans? Exactement. Ouais. Exactement. 2 Ah, points. mais je suis pas sûr de l'info, L'Albanie monsieur qui l'arbitre. passe devant. Il n'y a pas On la regardera. Golden Technology non plus. Ah, parce que je suis quasiment sûr d'avoir le nom en premier. Hein. Mais c'est pas grave. C'est pas Au grave. moins, tes joueurs, Après, c'est c'est peut-être avec de décalage ou quoi. Enfin, moi, je sais que j'ai levé la main, mais peut-être avec de décalage. Ouais, c'est pas Que grave. tu avais Oui, c'est levé pas la grave. main, mais le temps que ça apparaisse à l'écran, peut-être. on demandera au Ouais, monteur c'est pas la VAR. grave. Ouais. On Du verra coup, ça. Mais ouais. quatrième question. Je vais mettre Il est ma né en feuille de 85. question. Ça marche. Si le monteur décide qu'il avait levé la main avant, je lui donne 2 points. Ça marche. Je vais mettre la feuille comme ça, au moins je peux vous voir. Du coup, quatrième question. Quel est le score du match France-Grèce en quart de finale? Aldo? 1-0 pour la Grèce. Excellent. Excellent. Il est chaud, il est chaud. Peu de personnes, voilà, l'Albanie passée, mais là, lui, il est en train de mettre l'Albanie sur un piédestal. Parfait. Le but en argent, si je ne me trompe pas, de la Ouais. Grèce. Règle totalement un peu improbable. Du coup, ça fait, si mon compte est bon, ça fait 3 pour Aldo, 1 pour JB et 0 pour les autres. C'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, il faut un peu se réveiller. Bon, cinquième question, du coup. Comment s'appelle l'unique buteur de la finale de cet Euro? Aldo, pardon, JB? Cariestas. C'est ça, Cariestas. exactement. Caristé. 2 points. La Croatie et l'Italie qui sont assez endormis, Il y a du niveau, hein. mais Je là, connais pas cet euro. on va passer à une partie assez intéressante du quiz. Du coup, il reste 2 questions et ça va être des qui suis-je. Je vais lister des choses Oh là là, importantes misère sur de le joueur. misère. Et vous devez deviner le joueur et c'est toujours des joueurs en rapport du coup avec cet euro. Formé au Banik Ostrava, je signe dans un club du top 5 européen en 2002. Banik Avec- Ostrava, déjà, c'est quel pays? JB, Milan Barros. c'est exactement ça. Ouah. C'est exactement ça. Avec ce club, je remporte
la Ligue des Champions dans l'une des finales les plus mythiques de l'histoire. Après ce passage de 3 ans dans ce club, je signe à Aston Villa avant d'atterrir à l'OL et rafler la Ligue 1. Après ces 2 titres, je m'en vais, je termine ma carrière en alternant les transferts en tant que République tchèque et en Turquie. Mon prénom est aussi le nom d'une ville bien connue dans le monde du football. Je suis demi-finaliste de l'Euro 2004. Je suis le meilleur buteur de l'Euro 2004. 3 points pour JB. 3 points pour Aldo. L'Espagne, on avait dit premier du groupe. Hein. Mais Ouais. pas de Et puis corruption. les gars, vous verrez à la VAR, mais Ronaldo, le point il est pour moi, j'en suis sûr les gars. Vous verrez, hein. On verra. Pas de corruption, mais je pense que la 7e question, on va la faire sur 4 points. Au moins, tout le monde peut se la jouer. Oh, ça, Intéressant. alors là, c'est de la corruption, c'est l'arbitre. Hein. Au moins, tout le monde peut se la jouer. Cédric, qui est le plus ancien et qui... Ouais, j'aurais mieux fait de rien dire en fait. Hein. Du coup, c'est parti. Formé à Benfica, le club de ma ville, je découvre le football professionnel en 1990. Après 4 saisons au Portugal, je signe en Italie où j'y dispute 12 saisons. Durant ces 12 saisons, j'explose d'abord dans le club de Batigol avant de remporter la Ligue des Champions aux côtés de Paolo Maldini. Ah, ok. JB, Rui Costa. il est venu pour éteindre les personnes, c'est exactement ça. Du coup, c'était J'étais pas né, les gars, j'étais pas né. véritable magicien. Mon seul regret est de n'avoir jamais remporté de trophée avec ma sélection. D'ailleurs, j'ai perdu une finale d'Euro. Ma dernière sélection avec le Portugal a été cette finale de l'Euro 2004. Depuis 2021, je suis le président de mon club formateur. Félicitations JB. On peut l'applaudir quand même. Il y a eu la VAR contre lui, il y a eu le présentateur contre lui, et au final, il a tout gagné. Bon, la VAR, je sais pas, on verra. Ça se trouve, il a raison, Aldo. Hein. Ça se trouve, c'est le décalage aussi de l'image. Mais du coup, il me reste juste à vous remercier pour votre présence. C'était vraiment, vraiment cool. Vous avez été vraiment tous au top. Du coup, je vais commencer par remercier JB, le grand gagnant du quiz. Merci pour ta présence et c'était vraiment, vraiment top. Bah écoute, un grand merci à toi pour l'invitation. Vraiment, c'était cool. J'ai bien aimé tourner cette petite vidéo. Merci aussi pour le travail que tu fais. De toute façon, tu l'avais dit en introduction, on parle depuis quelques temps sur Twitter. En tout cas, c'est vraiment cool de pouvoir être venu. J'aime vraiment, tu fais un gros travail sur tes vidéos, même sur Twitter. Donc vraiment, un grand merci à toi. Merci beaucoup et merci à Aldo pour ta présence que vous pouvez retrouver sur Twitter avec Football Albanais. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était très sympa de pouvoir, de pouvoir échanger avec toi, d'échanger avec vous tous d'ailleurs, d'échanger avec le groupe qu'on aura pour l'Euro. C'est très sympa d'avoir le point de vue qu'on aura, le point de vue des autres vis-à-vis de cette compétition. Voilà, comment est ressentie et comment est pressentie cette compétition par les autres pays, justement. C'est très intéressant à savoir Voilà, justement pour savoir comment préparer cette compétition-là. ben voilà, c'était un peu le but de donner la voix à ces petites nations qui ont quand même leur mot à dire dans les compétitions et l'Albanie, en fait partie. Et je vais te remercier à toi, Charles, du coup, pour avoir représenté l'Italie et aller checker son compte Twitter Seria FR. Ah, merci à toi pour l'invitation, super sympa de partager avec vous tous. Et voilà, on espère que la poule qu'on a promise, très passionnante, le sera. Hein. Et merci à Cédric, du coup, Foot Croate sur Twitter, sur Facebook, il était aussi. Peut-être il était aussi sur MSN, mais ça, il ne veut pas nous le dire. Du coup, merci beaucoup pour ta présence. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de commencer à reparler un petit peu avec vous tous de la sélection avant les grandes compétitions internationales. L'excitation monte et dans tous les cas, c'est super qu'on aura tous des belles affiches à voir cet été. Du coup, l'épisode du groupe B touche à sa fin en espérant que j'ai été au rendez-vous de mes intervenants. Merci beaucoup et c'était Merci d'avoir animé. T'as dit quoi? Merci d'avoir animé. Merci beaucoup d'avoir animé. Merci d'avoir animé, ouais. Ah oui, merci. Merci à vous. Ciao l'équipe. It's not a game, it's a rich thing.